Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est Clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, comme d'habitude, Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui on a quelqu'un qui a quasiment tout fait. Il me dira ce qu'il a pas encore fait, mais il est manager, producteur, tourneur, animateur télé, je sais même plus. On peut en rajouter. Je parle bien sûr de puis Selecta. Très important ça dans l'histoire. Selecta, les gens vont dire disque jockey, mais nous on dit Selecta. Je parle bien sûr de monsieur Sébastien Farran. Comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Merci de me recevoir. Mais c'est moi, super content que tu sois venu. Et en plus, je me rends compte que tu parles pas beaucoup. Enfin, ça dépend. Non, mais quand je dis pas beaucoup, pas une fois que t'es lancé, je dis on te voit pas tant que ça. On me voit moins là. Mais voilà. Ouais. Donc je me sens encore plus honoré de t'avoir. J'ai redémarré une nouvelle aventure. Donc pour le moment, je suis tapis dans le. Ok, donc j'arrive au bon moment. Exactement. Super. Bon, on va parler un peu de ton parcours, enfin un peu beaucoup même, de ton parcours et j'aimerais commencer par le commencement, les débuts et surtout moi ici ce qui m'intéresse, c'est tes premiers pas dans l'univers du rap. Donc, ouais, le démarrage. Voilà. En 88. Ok, donc j'avais 17 ans, j'étais en fin d'études, pas vraiment passionné. Mm-hmm. J'ai eu mon bac pour faire plaisir à mes parents et puis qu'ils me foutent la paix. Mm-hmm. Et comme beaucoup. Et puis enfin moi j'ai eu une enfance heureuse et facile, hein, des parents journalistes et dans la musique qui étaient plutôt prêts à partager leur passion avec moi, qui me fermaient des portes. Donc OK, cool. J'avais la chance je suis né aux États-Unis, donc j'avais la chance d'aller aux États-Unis souvent. Okay. Et je suis arrivé à New York l'été 88 et il y avait l'album de Public Enemy, le deuxième là, It Takes a Nation. Non, le premier. Yo, Bum Rush the Show. Ouais, celui-là avec Sophisticated Bitch dedans là. Ok. Et là, moi, ça m'a complètement. Enfin, je me suis dit ça, il y a pas d'autre musique que ça. En fait, c'est ça le truc. Tout le côté contestataire et cette espèce de force que ça avait, d'énergie. Et tu tout parles ça. anglais déjà à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Okay. J'ai toujours parlé anglais en fait. Ok. Ouais. Cette espèce d'énergie. Enfin, c'était vraiment puissant. Mm-hmm. Je suis rentré à Paris à ce moment-là complètement sous le choc du coup j'ai réécouté Run DMC, etc., etc. Parce que au départ il y avait leur tube avec Aerosmith, mais ça c'était quand même moins surprenant. Et donc en revenant à Paris, je me suis mis à écouter tous les trucs d'avant. Ouais. C'était une espèce de manne incroyable, de nouveaux talents, de nouveautés, de nouvelles choses et tout. Et je parle à un pote à moi qui était tagger, qui s'appelait Seno, Stéphano de son prénom, et il me dit ah ouais non, t'aimes bien ça aussi, ah ouais bah écoute regarde, j'ai des potes là, ils sont dans le 18e, ils s'appellent Nick ta mère, et ils font un truc sur Radio Nova tous les vendredis soirs avec Dynasty, là écoute tu vas voir c'est bien et tout, etc. Et là le vendredi soir, donc je mets c'était le dimanche. C'est le dimanche, ouais. C'est important. Comment ça dire que je dis des conneries? Parce que je sais qu'après les gens sur Internet vont dire non, c'était le dimanche. Donc on le dit. Non, et du coup, ah oui, j'étais persuadé que c'était le vendredi. Non, t'as raison, c'était Lord Zelko, l'émission du vendredi. Ouais. Et du coup, je me mets sur Radio Nova. Donc là, personne ne sait comment on se met sur Radio Nova, puisque aujourd'hui, on clique dessus. Et j'entends il est blanc, je suis noir, la différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Et là, je me dis, bon, ok. J'arrête tout, faut que je rencontre ces mecs. Je vais absolument le faire. En fait, moi, mon père était animateur à RTL. Mon grand-père a fondé RTL, et donc j'étais là-dedans. Et mon parrain avait une boîte de production de concerts qui s'appelait Zéro Production, et c'était le meilleur ami de mon père. Donc j'étais constamment avec eux
quand j'étais pas chez ma mère, quoi. Et j'ai eu la chance de bosser à 14 ans sur des tournées en France et tout, genre Police ou des groupes comme ça. Ah ouais. Et à 14 ans. Ouais. Enfin, j'étais un peu, j'étais le fils du mec qui connaissait, quoi. Oui, mais t'étais pistonné, quoi. Ouais, mais t'étais au milieu de tout ça. Voilà. Et en fait, Police, c'est une anecdote intéressante parce que on arrive dans les arènes de Orange, je crois, un après-midi. Et moi, le batteur m'avait un peu, il m'aimait bien et tout. Donc, en fait, j'étais un peu assistant du batteur. Je lui rapportais ses baguettes pendant le show et tout. Pour moi, c'était le truc le plus important du métier de la musique. Et j'allais lui chercher des cuisses de poulet dans sa loge et tout. Enfin, voilà. Et là, juste avant le concert, il y a un hélicoptère qui arrive à côté des arènes. Et il y a le frère du batteur qui s'appelait Miles Copeland, qui sort, genre, en costard très, très imposant, etc. Et c'était le manager du groupe. Et c'était à l'époque le manager le plus influent et un des plus importants du monde. C'était un des plus gros groupes du monde. Et le mec était genre, surpuissant. Plus star que les artistes. Je sais pas s'il était plus star, mais il arrive en hélicoptère. En tout cas, pour moi, il était très imposant. Là, il a gueulé du moment où il est arrivé jusqu'à peut-être 1h30 après le concert sur absolument tout le monde. Je sais pas tout ce qui s'était passé comme problème ou quoi. En tout cas, il était pas content. Il a viré des équipes de caméra qui étaient là pour filmer, etc., etc. Et moi, j'étais genre, mais je me disais, non, mais c'est tellement ce que je veux faire. Moi, je veux faire ça. T'as 14, 15 ans. Ouais. Tu vois ce manager et tu veux être lui. Ouais, et je dis donc le lendemain à mon père, moi, je serai manager. C'est fou, ça. Et du coup, il m'a acheté un sweat avec écrit manager où j'ai encore des photos de cet âge-là où j'ai le sweat. Léa peut le prouver. Ok. Donc, je reviens sur mon histoire de il est blanc, je suis noir, la différence se voit quand j'ai des bâtards. Et donc là, je me disais, mais non, c'est pas possible et tout. Et j'appelle Stéphano, donc Seno, le tailleur du 18e, qui me dit qu'il vit à Biarritz maintenant, d'ailleurs. Et qui me dit, il s'appelle Joey Star. Bon, il est un peu spécial et tout, mais je te le présente. Et puis je rencontre Joey Star et je crois que ça a duré 22 minutes et on s'est pas quitté pendant 30 ans. Non, 20 ans. Ok. Voilà. Donc là, à ce moment-là, toi, tu veux les manager. Ouais. Déjà. Ah, je le fais direct. Ok, au bout des 22 minutes de discussion, t'es dans le manager. Ouais. En fait, ils bossaient déjà avec un mec qui s'appelait Franck Chevalier, qui était le mari de Nina Hagen. Et qui était en même temps styliste chez Jean-Paul Gaultier. Donc ça, c'était ce qui explique un peu le côté hyper fashion d'NTM au début, qui a été absolument bénéfique parce qu'en fait, ça a ramené toute une clientèle de gens et toute une catégorie de gens qui ont poussé pour que ce mouvement devienne quelque chose et tout, et que ça soit pas tout de suite cantonné à un truc de, entre guillemets, de banlieusard et de... mis de côté. Voilà. Et donc, c'est devenu... Il y avait plein de rappeurs qui allaient aux soirées Zoupsi, au Bobino. Ça, c'était les soirées que montait Franck Chevalier. Et du coup, il mélangeait les gens de la mode avec les gens du hip-hop et tout. Donc, il y avait aussi bien Joey, qui était comme les gens de la mode l'adoraient parce qu'il avait un physique, une attitude différente, etc., etc. Il y avait Papalou, Lucien, il y avait Rocking Squat et son frère, Vincent Cassel, etc. Enfin, il commençait à y avoir tout mélangé avec des gens de la mode. Et tout ça avec les gens de Radio Nova, les gens de la mode. Enfin, c'était un milieu très très parisien et pas du tout que... Là, on est dans le temps, on est quand à peu près? Alors ça, je suis pas le meilleur là-dessus, mais je pense que c'est 89. Ouais, on est fin des années 80, on n'est pas encore des années 90. Ouais, peut-être début 90, mais je suis même pas sûr. Ok. Voilà. Donc toi, quand tu termines cette discussion avec Joey Star, tu manages NTM, toi c'est donc ton premier... Je démarre. Voilà, c'est ton premier truc dans le rap. Ah ouais. Et même tout court, toute musique confondue. Non, parce que je venais, j'étais chez Carrère à cette époque. Waouh. Qui était une maison de disques à l'ancienne, là. Ah. Et j'étais stagiaire d'une dame qui était une des plus grandes productrices de dance. Et tu sais, à l'époque, c'était une musique qui marchait vachement, l'eurodance, la dance allemande, des trucs comme Corona, tout ça, etc. Et j'étais son assistant. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'était que des contrats pour des titres. C'était que des coups, en fait. Donc en fait, en gros, c'est le producteur, la maison de disques et l'artiste sont tous des escrocs. Ils sont tous pareils. Ils sont venus faire un braquage. Exactement. C'est tout un truc pour aller. C'est généralement des trucs allemands qui chantent en anglais. C'est toutes les histoires où il y a eu Mini Vanille aussi, où en fait les mecs chantaient pas. C'était le producteur qui chantait. Enfin, c'est que ça. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Là, moi, j'arrivais avec mes trucs de rap et tout. Donc je crois que j'avais fait le track listing d'une compile de rap chez Carrère. Que je
Non, je l'ai jamais dit parce que le truc est horrible. Il y a un espèce de Spirou avec des baskets dessinées sur la pochette. Mais il y avait quoi dedans? Non, des vieux trucs de old school, etc. Américains. Ouais, bien sûr. Ah oui, il y avait pas de français. Ah, ok. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé. Je commençais avec NTM, donc au début, Cool Chain me regardait un peu là. Qu'est-ce qui nous a ramené de Joey encore? C'est quoi ce gamin? C'est quoi ce gamin, etc., là. Parce que t'étais plus jeune qu'eux? Ben bien sûr, je le suis toujours d'ailleurs. Oui, ça n'a pas changé, c'est clair. Mais moi, je sais pas, je vous ai évidemment. J'étais tellement vu avec Joey Star, pour moi, c'était les mêmes. Je me dis, ok, ils ont le même âge. Non, mais il a, okay. Je sais, il a 4 ans de plus que moi. Ok. Donc je comprends un peu Cool Chain, donc il se dit, il voit un mec plus jeune. Surtout j'avais 19 ans. Hein, c'est ça. Donc il se dit. J'avais 19 ans, puis je venais de l'avenue Charles Floquet dans le 7e, donc imagine un peu le choc des cultures. Tu vois, eux ils étaient à Salvador Allende, c'est pas la même chose, quoi. Mais bon, j'avais ma petite R5 et j'allais à Saint-Denis tous les jours et tout. Voilà, je me suis intégré. Okay. Et ils m'ont accepté. Et j'ai fini par avoir une relation avec Cool Chain, peut-être pas aussi importante que celle avec Joey, mais en tout cas très très importante. C'est pour moi, ça a été un collaborateur, un associé, un partenaire pendant 10 ans. Moi, je dis souvent que c'est pas de la pudeur ou de la modestie, mais ça a été mon vrai stage professionnel, quoi. Ça a été je suis pas en train de pas être ni content de moi ni quoi que ce soit. Je suis très fier de ce que j'ai fait et j'ai fait quelques coups pendant NTM qui ont été très très bien perçus et qui ont été. On va y venir. Ouais, mais et du coup le premier, donc là parce qu'au début moi je voulais vraiment m'imposer et montrer tout de suite que j'avais tellement envie que machin. Ce que j'allais te demander. C'est il y avait une boîte de pub qui bossait chez Carrère, qui faisait tous les spots de pub et tout, qui était c'était la fin de l'époque de la pub et du carton, etc. Donc il y avait plein de petites boîtes de pub, en plus des grosses, qui bossaient un peu comme ça, etc., etc. Et il produisait aussi des artistes, donc il était très souvent dans les couloirs de Carrère et tout, et je lui fais écouter le groupe et tout, et tu vois le côté publicitaire du mec, il se dit non mais nique ta mère, mais c'est fantastique. Mais c'est quoi ce délire de truc des mecs là, c'est rebelle, on dirait les Sex Pistols et tout, c'est génial. Moi je te propose de les signer pour enregistrer un album et tout, et en fait j'achète les 2 4x3 en bas des Champs-Élysées, et on met le grand truc nique ta mère comme ça, etc. J'étais là, ouais ça envoie quand même, hein, ça c'est pas un petit truc. Et de l'autre côté il y avait la mère de Lady V. Ouais. Donc la danseuse d'NTM et la petite amie de Cool Chain qui malheureusement est partie aujourd'hui dans un accident, qui était notre grande copine, etc. Et sa mère était attachée de presse chez Epic. Okay. Donc sa mère fait écouter NTM en interne, etc., etc. Et Epic sont intéressés. Okay. Donc en fait, moi, le premier truc, c'est que je me retrouve à mettre en concurrence, sans vraiment savoir que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais à mettre en concurrence Epic, et la boîte s'appelait Macadam, avec lui qui était quand même genre beaucoup plus funky que la maison de disques, donc qui quand je lui présentais Joey, il sortait le soir, il était marrant et tout, il disait des conneries, il les invitait boire des verres, etc. Donc Joey, il trouvait le mec, et puis surtout, il avait des idées. Ça, son histoire de 4x3 en bas des champs, de patati, de patata. Donc, on commençait un peu à faire du ping-pong aux deux, etc., etc. Et finalement, on a choisi Epic parce que j'ai mis dans la balance le voyage à New York pour mixer l'album, etc., etc. Et là, avec l'ingénieur du son de Public Enemy, donc forcément, qui était Kirk Keano, que je vois encore, que je salue d'ailleurs, même s'il entend. Ah ouais, c'est mon grand pote à New York. Ouais. Et là, c'était la première fois pour le mix d'album d'NTM que t'allais le rencontrer. Ouais. Ok. Ouais. Je crois même qu'il est venu à Paris en premier d'ailleurs, avant qu'on aille à New York. Moi, je sais plus trop, mais c'était fou. Ok. Il a refait enregistrer des voix et tout, etc. C'est dingue. Donc, ce que tu me dis, comment t'es arrivé au rap, donc c'est par Public Enemy. Ouais. Quand t'es à New York. Ouais. Et donc, quand tu te retrouves à bosser avec NTM, le truc que tu demandes, c'est de bosser avec l'ingénieur du son de Public Enemy. C'est beau. Ouais. C'est beau. Ça a toujours été comme ça. Faut toujours croire que tout est possible. On est d'accord. Mais là, du coup, j'ai un copain qui dit, dès que tu te poses une question et que tu te dis, mais non, je vais pas faire ça, il va me dire non. Ok, le non, tu l'as déjà, donc va chercher Louis. J'adore ça. Ouais. Magnifique. Mais du coup, quand tu vas voir l'NTM en disant, voilà, Epic, moi je pense qu'on devrait aller chez Epic, en plus on peut aller à New York mixer et tout ça.
Qu'est-ce qu'ils disent? Et surtout comme chaîne. Attention. Déjà, j'étais pas genre le décideur dans NTM. Hein, c'était plutôt. Tu proposes. Je passais les plats et eux disposaient quoi. Je pense que Didier, Joey, il était plutôt du genre à dire oula, ça c'est Bruno qui décide parce que moi je vais. Enfin voilà, c'était plutôt comme ça. Mm-hmm. Et Bruno, c'était le bâtisseur quoi, le fabricant quoi. Donc lui. Il dormait pas la nuit, il réfléchissait, il disait on va faire ci, on va faire ça. En fait, franchement, j'ai pas rebossé avec. Si, j'ai bossé avec Assassin, mais ça a été moins long et moins important qu'NTM pour toutes les raisons que vous connaissez. Mais c'est un vrai binôme de travail dans le sens où ils se complétaient tellement les deux que c'en était. En fait, ils cochaient toutes les cases quoi. C'était vraiment et même avec DJS au départ qui était encore une autre personnalité, un autre modèle. Voilà, le podcast, si ça continue comme ça, c'est 6 heures. Hein. Non, on est bon. Moi, j'adore ça et on adore les anecdotes ici. Non, mais c'est ça que ça va vous coûter plus cher. C'est ce que on paye. Et tu vas voir Internet, là. Ils vont tous vouloir le faire. Jules Vaniche, il va t'appeler demain. Benjamin, on a mis tout le budget sur Sébastien, c'est mort. Comme toujours. Voilà. Ouais, enfin c'était le binôme c'était incroyable quoi. C'était en plus j'ai eu la chance de débarquer dans un univers de rock and roll, de musiciens et tout. Les mecs vraiment au début, ils comprenaient pas ce qu'on venait foutre avec un mec qui avait 2 platines 10 et un truc on avait un lecteur Revox de bande. Ouais. Que je lançais pendant les concerts moi parce que évidemment les ingés non mais c'est pas ça, mais on avait personne, enfin c'était moi qui conduisais la voiture, c'était vraiment le truc du début et je me souviens on arrivait dans des salles genre le Confort Moderne à Poitiers et là il y avait Trépon Empal qui jouait. Bon là je parle de trucs vous pouvez aller stocker là. Non mais c'était un groupe alternatif de l'époque et tout. Les mecs NTM jouait beaucoup avec des groupes de rock. Mais parce qu'il y avait que ça, c'est la première tournée hein. Je me souviens. Il y avait Souris déglingués des groupes mais parce qu'il y avait que ça. En fait NTM ils ont très vite été branchés dans la scène alternative et un peu punk et tout parce qu'il y avait un côté enfin t'as le toucher nique ta mère sur scène c'était une énergie voilà et puis Joey quoi, c'était un truc puis ils allaient souvent à l'hôpital éphémère, on était potes avec des mecs comme les Cosmic Wurst, tu vois, les saucisses cosmiques, tout ça, c'est tout un autre côté parisien assez particulier quoi. Et, voilà, moi je suis arrivé un peu à ce moment-là. Eux, ils étaient déjà à fond là-dedans, le Globo, tout ça. Moi, j'ai fait le dernier moment du Globo, la Grange Obel et tout. Moi, ça, c'était avant moi. C'est là qu'on voit que j'avais 4 ans de moins qu'eux, en fait. Ils avaient commencé avant. Lucien, pareil. Donc, on revient à Poitiers. Trépon Empal, et les mecs, ils nous voient arriver, ils étaient là, ils rigolaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs disques? C'est quoi ce délire? Ils avaient tous des guitares, des machins, etc., etc. Et puis, ils ont mis le feu. Là, c'est genre, dès qu'ils montaient sur scène, de toute façon, c'était une boucherie, quoi. Ils sont connus pour ça. Surtout que même, je me souviens, j'ai appuyé sur play à un moment donné et la bande est partie à 2 mètres de haut. Donc, en fait, ils ont rappé en acapella parce qu'il y avait plus donc il fallait remonter la bande. Enfin, c'était n'importe quoi. Après, on repartait en voiture. Moi, j'étais avec Joey en voiture. Enfin, il y avait un van et avec un accompagnateur qu'évidemment Joey avait surnommé Loué Valem, qui était le nom de la boîte de location de véhicules à l'époque. Franchement, de toute façon, c'était n'importe quoi et en même temps d'une efficacité redoutable. Ok, bon, comme tu viens un peu de l'expliquer, il y avait pas trop d'exemples de groupes de rap avant. C'est pour ça que vous vous retrouviez dans des trucs, dans l'inconnu pour beaucoup de gens, dans les concerts et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que vous alliez faire et tout. Et justement, quand vous bossez sur le premier album, qui est authentique, toi, t'es toujours en studio avec eux à chaque fois? Pas toujours, mais souvent. Souvent, ok. De toute façon, je fais que ça. C'est mon métier, quoi. Donc en fait, j'avais pas de bureau. Il y avait sur le premier 45 tours du Monde de Demain, il y a le numéro de téléphone fixe parce qu'il y a pas de portable. Numéro de téléphone fixe de ma chambre. Ah ouais. C'est beau. J'ai pas dormi pendant 2 mois, ça sonnait non-stop. C'était un calvaire. C'était une bonne nouvelle, en vrai. Ouais. Ah ouais. Donc du coup, vous faites, il y a pas vraiment de réseau de circuit pour le rap. Ah non, à ce moment-là. Voilà. Donc en vérité, vous faites l'album. Mais vous savez pas où vous allez. Ouais, on sait rien. Puis de toute façon, la réalité, c'est qu'ils s'attendaient pas du tout
à ce que ça aille. En fait, c'est des grandes histoires de. On a été signé un contrat d'édition chez EMI Publishing. Déjà, le juriste, qui était un monsieur assez âgé à l'époque déjà, qui s'appelait Pierre-Henri, qui était aussi un juriste pour la SACEM et tout, qui était quelqu'un de très connu dans ce métier. Quand il a vu Joey arriver, il lui a parlé en anglais. Ouais, ça n'existait pas en France. Non, mais c'était vraiment, tout était comme ça tout le temps. Hein. Et après, pour continuer dans le burlesque de l'histoire, donc il signe le deal. Donc moi, j'avais fait tout un truc hyper organisé pour savoir qui j'avais été voir tous les éditeurs de Paris. NTM, le premier 45 tours était sorti, ça on parlait, ça buzzait comme le mot n'existait pas non plus. Ça buzzait très très fort et tout. Et donc j'avais fait d'un tableau avec des quadrillages au stylo sur un cahier. J'avais mis en haut à chaque fois le nom des éditeurs, combien ils filaient d'avance, combien d'années durait le contrat, combien ci, combien ça, enfin un truc très très scolaire, tu vois. Okay. Moi j'étais là, bon alors voilà, et donc on finit chez EMI Publishing, et là, bon tout se passe bien, on signe et tout, et là il donne les chèques à Bruno et à Didier, genre bon bah voilà, vos chèques et tout, et j'ai cru que Didier est parti en courant. Tellement il sentait pas que c'était à lui. Mais oui, c'est pas il comprenait pas. Il disait, je suis en train de faire j'ai volé quelqu'un, là, je vais me casser. C'était, donc toute cette période était vraiment très, très étrange. C'est le début, en fait. C'est vraiment le début. Alors, il y avait tout le système classique des maisons de disques avec les envois en radio et ces choses-là et tout, et personne ne comprenait ce que c'était. En plus, bon, il y avait le truc qui était assez bien joué, et ça, je pense, c'est DJS et Cool Chain qui avait vraiment senti le truc, qui était de mettre le sample de Marvin Gaye sur le monde de demain, sur le titre du monde de demain, pour que ça devienne un peu accessible. Mais après, c'était tu parlais de l'éventualité de faire un single à Cool Chain et Joey Starr, et ils disaient mais jamais de la vie, ça va pas quoi. Non, plutôt c'était pas le discours du tout du pendre, groupe, quoi, tu vois, donc c'était compliqué, mais en même temps c'est ça qui a imposé cette espèce de... Mais moi je me souviens plus, parce que je me souviens de l'époque, mais... Tu nous as pas dit ton âge d'ailleurs. De 22 ans, mais... non, j'étais bien sûr là à cette époque-là, mais... moi, quand je voulais écouter du rap à la radio, j'écoutais les quelques émissions spé qu'il y avait. Sur Nova, quoi. Exactement. Mais je me rappelle plus si ça passait sur les grosses ondes, le monde de demain, si c'est rentré dans les grosses radios. Ah non, jamais. Ok, donc... Non, le premier titre d'NTM qui est passé, c'était sur Skyrock, et c'est dans l'émission de Super Nana. Ouais, je me rappelle de ça. Et c'était La Fièvre, je crois. Ouh, ah ouais, on est loin là. Mais ouais, et pourtant le premier album a vendu 100 000. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous avez fait donc disque d'or sans grosse radio. Sans radio. Ouais. Avec que de la presse et beaucoup de presse. Et puis des concerts. Et puis une présence incroyable des mecs même en télé et tout. Enfin, tu te souviens des interviews en télé de Joey, c'était surtout qu'ils sont... C'était Gainsbourg 20 ans après quoi. C'était monumental quoi. En plus, je me souviens que l'album il est sorti à une période où il y avait des pseudo-crises de banlieue. Tous les 2 mois, il y avait une émission sur la banlieue et ils invitaient souvent NTM. Donc les gens se souvenaient. Ouais, le paradoxe entre le nom, les initiales du nom, qui était devenu un espèce de... Tout le monde disait, mais est-ce que ça veut vraiment dire nique ta mère? Est-ce que si? Il y a des gens qui inventaient des autres noms, genre non, en fait, c'est le Nord transmet le message. Je me rappelle de ça. Qui a sorti ça? Qui a inventé ça? C'est un truc des Lyonnais, je crois, je me souviens plus, on était là. Après, il y a eu l'arrivée, donc après, Joey est arrivé un jour en montrant une cassette comme ça. J'ai trouvé le meilleur groupe de rap français. C'était la première cassette d'IAM. IAM, ouais. Je sais plus comment elle s'appelait. Concept. Ouais, exactement. Ouais. Et là, ils étaient comme des dingues. C'était le meilleur groupe de France et tout. Ils étaient comme des fous. Les mecs rappaient trop bien, etc., etc. Et après, il y a eu cette espèce d'antagonisme complètement créé, hein, parce qu'en réalité, il y a le football. Non, mais il y a pas eu la prise de tête originale n'a jamais existé. Il y en a eu après, parce que du coup. C'est sûr que Joey, faut pas trop le chauffer parce que sinon il va la faire l'histoire, mais il y en a pas eu réellement au début. C'était vraiment un antagonisme dont on avait besoin. Et comme il y avait eu MC Solar aussi à un moment donné, puis que là pour les NTM c'était du pain béni parce que c'était du single radio, donc on disait bah c'est de la merde, voilà, terminé. Donc c'était ça réglait le problème, qui était d'ailleurs composé par 2 artistes dont je me suis occupé pendant très longtemps après. Qui ça? Cassius. Ah oui, ouais, toute l'équipe avec Jimmy J derrière. C'est eux qui composent le premier album de Solar. C'est fou ça. Le destin. Ok. Et puis voilà, il y avait toute cette histoire-là. Moi, au même moment, j'ai managé Assassin un peu. Ok.
Puis je me retrouvais un peu, enfin il y avait pas beaucoup de managers dans le rap français de manière générale et tout, donc j'ai commencé à manager, à filer des coups de main à pas mal de gens. Et puis après, pour revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, effectivement, tous les gens nous voyaient en train de briller, 100 000 albums et tout, etc. Mais en fait, on bouffait pas, quoi. Ouais. Ça gagnait rien. Enfin, c'était une plaisanterie. C'est des contrats où tu prends, où tu gagnes 8% sur le prix de gros hors taxe du disque. Donc à l'époque, c'était genre 8% de 14 balles. Donc, et on était en francs à l'époque en plus. Ouais, donc 8% de 14 francs. Donc ça fait, en gros, tu prends un franc par disque. Donc tu vends 100 000, ça fait 100 000 francs. Comme c'est sur 2 ans d'exploitation, c'est 100 000 francs à partager en 3 artistes, donc c'est 30 000 francs. Et après, les impôts. Et il filait 10% au manager. Donc tu vois, enfin voilà, et les concerts, ils gagnaient 180 francs par date. Ouais, enfin c'était pas les chichas d'aujourd'hui. Alors, Ah ouais. Moi je bosse avec un artiste qui veut pas en faire. Ah, il y a de l'argent à faire, parle-lui. Hein. Ouais, mais il est intéressé par d'autres choses. Non, puis okay. non, si tu peux éviter. Il y a de l'argent, c'est pour toi. Non, mais moi je suis pour les carrières qui durent et je suis pas trop. Il fait ce qu'il veut, y a pas de problème. Ça se voit d'ailleurs. Et donc j'avais entrepris des rapports plutôt amicaux avec l'équipe de EMI Publishing parce que j'avais signé le groupe là-bas, puis ils étaient assez sympas. Le mec avec qui on bossait est devenu patron d'Epic. Après, il est devenu patron de Sony. Enfin bon, c'est un métier où en fait aujourd'hui tous les gens avec qui j'ai démarré, c'est tous les patrons des majors et tout en fait. C'est genre, donc ce qui est aussi intéressant pour mon job aujourd'hui, c'est que en fait j'ai une assez grande facilité d'exécution dans les contacts et dans le networking, comme on dit dans les réseaux. Tu parles directement aux bonnes personnes. Ouais, immédiatement. Voilà. Et du coup, EMI Publishing me propose de m'engager comme directeur artistique. Pendant NTM, pendant que t'es manager d'NTM. Ouais, parce qu'il y a un moment donné où en fait moi j'explique aux garçons que c'est bien, mais en fait mes parents, j'ai une espèce de logique dans ma famille que tu fais ce que tu veux, toutes les conneries que tu veux et tout, mais à 18 ans on te donne plus d'argent. Ouais. Donc quand t'as été plutôt aidé jusqu'à maintenant, ça peut faire bizarre de pas avoir. Ah ouais, je te confirme. Je veux pas dire que quand t'es pas jamais aidé, bon bah ça change rien, mais oui, mais bon, t'as une certaine habitude qui fait que donc, tu le prends moins mal. Voilà, donc en fait tout d'un coup je me retrouve, je peux pas payer de loyer, je peux pas je peux pas ça, donc je suis plus ou moins obligé de pas quitter le management, mais de m'alléger un peu. Ok. Et puis d'alléger aussi, je pense, c'était après 93, j'appuie sur la gâchette, donc ça doit être en 94. Et bon, j'avais quand même fait quasiment 5 ans non-stop d'NTM, première période. Je commençais aussi, enfin c'était un peu de ça, NTM plus le rap français, Paris, tout ça, etc. Enfin j'avais envie, puis j'avais sans dire besoin de reconnaissance, peut-être envie de passer un peu à autre chose pour regarder le truc. Donc, je me suis un peu éloigné, en étant toujours... Joe était pas content que je m'en aille et tout, mais finalement, on était quand même assez proches. Ok. Mais qui s'occupait du coup ? Alors, au début, pas grand monde, et Bruno faisait un peu l'intermédiaire, en fait. Cool Chain, pardon. Faisait un peu l'intermédiaire et tout. Moi, j'étais un peu là, etc., etc. Epic commençait à voir le truc de plus en plus parce que il commençait à se professionnaliser, ça devenait de plus en plus intéressant, etc. Et puis ils étaient en train de préparer l'album Paris sous les bombes, qui pour moi est de loin l'album le plus intéressant C'est mon préféré aussi. Voilà, ouais, c'est fou le truc. Il y a les instrus de Lucien et tout. Enfin, c'est genre, c'est en tout cas un masterpiece de hip-hop français, quoi. Et donc ils bossaient là-dessus. Là, il y a quelqu'un au marketing chez Epic qui s'appelle Nicolas Nardone. Oui. Qui commence à être de plus en plus proche du groupe, qui les adore, etc. Avec qui moi je m'entends très bien aussi. Donc on commence un peu à constituer une équipe un peu comme ça, etc. Et puis il était vachement bien parce qu'il apportait un truc purement marketing que moi je maîtrisais beaucoup moins.
Okay. J'étais moi un très bon entremetteur et ma grande spécialité c'est que je donne toujours la pêche en fait. Je donne toujours envie, c'est que j'ai toujours non on n'arrête pas, on continue, tu motives les gens, tu ouais, motives. je suis avec Johnny, c'est ce qui a le plus marché entre lui et moi, c'est qu'il me disait quand il croisait ma mère ou des trucs comme ça, il lui disait mais je sais pas, moi j'ai pas envie de bosser, puis dès que je le vois j'y vais. C'est beau. Donc c'est un peu c'était un peu, et donc on fonctionnait, ça devenait une très très bonne équipe et tout. Mm-hmm. Moi à ce moment-là dans mon histoire personnelle je commence à tomber depuis quelques mois complètement dingue encore d'un nouveau truc qui s'appelle le dancehall, qui est donc la nouvelle musique jamaïcaine après le reggae, avec notamment l'émission de Lord Zelko que je salue s'il écoute ton podcast. Magnifique. Sur Nova, où là, ça me refait à une espèce de décollement de cerveau et de neurones, où je suis complètement dingue de la musique et de tout ce qui va avec à l'époque. Et je commence à me mettre là-dedans à fond, j'adore et tout. Et là, le comble de tout, je rencontre les Ragasonic. Ok. Donc je rencontre les Ragasonic qui étaient un peu le nouveau buzz à Paris et tout, parce que c'était de partout les mecs. Ouais, bon ça c'était quand je m'occupais d'eux. Mais avant, je rigole. Non mais avant c'était le truc un peu vraiment underground et tout, puis genre vraiment ils avaient des bonnes gueules, c'était différent. Là tout d'un coup c'était très original et légitime et tout. Sur scène ils arrachaient tous les mecs. Ouais, puis c'était le truc du fast style au début là, donc les mecs genre tout la performance c'était dingue. Quoi. Donc là, je recommence à peu près le même schéma. Je les rencontre les deux, on devient inséparables. Mais t'es toujours chez EMI? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je vais produire l'album de Ragasonic chez EMI. Ok. Édition. Ok. En fait, EMI, ils ont un studio à Courbevoie. Je me rappelle très où bien. NTM enregistre aussi, où ils enregistrent Paris sous les bombes. Où je reste des nuits entières dans la cuisine à parler avec Cool Chain de la vie, des ci, des ça, etc. Parce que le mec dormait jamais. Le mec refaisait 80 fois son couplet parce qu'il trouvait qu'il y avait un petit truc qui allait pas, etc. etc. Et du coup, je dis au Ragasonic, moi j'ai rencontré quelqu'un dans mon quartier, à Saint-Germain-des-Prés. C'était le fils d'un futur ministre de l'éducation en France. C'est le fils de Claude Allègre. Ok. Il s'appelle Frenchy et il vit à Londres et il est producteur de reggae. Là, il me dit non mais c'est quoi ce délire et tout, et là je fais la rencontre avec Frenchy. Moi Frenchy je l'avais rencontré à tu vas voir ce que je l'ai rencontré à Blue Moon, qui était un magasin de disques, qui était rue Pierre Sarrazin dans le 5e. Le magasin. C'était fantastique. Et là dirigé, qui appartenait à l'illustre Fanny, qui vendait tous les disques de reggae, qui connaissait le dancehall, qui était anglaise et tout, qui a apporté ça à Paris. Okay. Et dans le magasin, il y avait une fille qui est devenue une super copine à moi pendant très très longtemps, qui s'appelait Géraldine, qui est la mère de Nati. Ok. Voilà, qui est Nati avec tous rejoints. Nati dont j'ai produit un disque après, qui a tourné avec NTM et etc., et qui là joue dans le film, joue réac dans le film sur NTM. Ah ok. Voilà. Ils dansent tout. On va le voir danser. Ouais. Ok, exactement. Je suis pressé de voir ça. Et donc je rencontre Frenchy, je lui parle de Ragasonic, je lui fais écouter, il me dit attends mais bon vas-y, donc on même schéma que NTM, on part en Jamaïque. Donc là, nouveau coup de foudre incroyable et tout. Et là, arrivé là-bas, on enregistre dans les plus beaux studios jamaïcains. Enfin, c'est le meilleur voyage que tu peux faire de ta vie, en fait. C'était absolument incroyable. Et là, on va dans un centre système. Et là, je pense que je me fais une 3e explosion. Je me dis, mais non, en fait, moi, je vais tout arrêter. Je veux être ça, là. Et je voulais être sélecteur, en fait. Ouais. Je voulais être sélecteur de centre système. Je voulais être DJ, en fait. C'était pour moi, c'était fou. Il y avait un centre système qui s'appelait Métromédia. Le mec, il gueulait, il mettait du son, les gens devenaient fous. Il y a des mecs qui tiraient en l'air. Enfin, c'était complètement hallucinant, quoi. C'était jamaïcain, quoi. Ouais, c'était complètement fou, quoi. Et du coup, moi, je faisais un peu tâche, forcément, dans la salle ou dehors, là. Et du coup, je rentre à Paris. Joey aussi était complètement fou de dancehall et tout. Ouais. Et en fait, on passe notre vie dans ma chambre à écouter des disques. Et moi, je commence à mixer, etc., etc. On fait l'album de Ragasonic. L'album de Ragasonic, là, lui, commence à passer en radio, marche carrément bien, etc., etc. Donc là, EMI, ils sont là. Oh là là, mais Seb, parce qu'en fait, EMI Publishing, c'est une boîte d'édition. Ouais. Et on avait produit l'album. On était producteur de l'album qu'on avait revendu à Virgin.
Ok, genre Source. Source, exactement. Ouais. Source où rentre comme petit stagiaire un mec qui s'appelle Bertil David, qui est maintenant patron des éditions Universal. Donc, ouais, c'est pour ça que je te dis. Ouais, tout le monde. C'est pour ça que je te dis que j'ai plein de numéros de téléphone. C'est tous tes petits en vrai. Ouais. Enfin, mes petits ou mes petits, les mêmes que moi. Voilà. Mais je suis le Vaniche, on a démarré ensemble. Okay. C'est mon grand pote, il était coursier. Ouais, j'ai entendu cette histoire. Et du coup, Universal commence à m'appeler. Il dit, ouais, mais le mec là, en fait, dans l'urbain, il touche sa bille. J'avais signé IAM en édition aussi. Enfin voilà, NTM évidemment, Lady Leslie qui était ma fiancée à l'époque, qui est devenue ma femme après. Bon voilà, ça commençait à avancer et tout. Et là, Pascal Nègre me propose de devenir DA de Highland Records. Highland. Voilà, donc là on en a souvent parlé ici dans ce podcast de ta période Highland. Ah ouais. Ouais. La porte de ton bureau. Il y avait tous les stickers du rap français sur la porte de ton bureau. De toute façon, c'était n'importe quoi. Ouais, même l'étage. L'étage était fou. J'étais avec Oxmo ici, je lui parlais, on parlait de cette époque-là, et je lui parlais de la porte, il m'a dit, mais pourquoi la porte? Tout l'étage. Quand l'ascenseur s'ouvrait, tu rentrais dans un monde parallèle. Donc il faut que t'expliques à tout le monde. Arrête de pleurer, tu souilles mes Clarks. Voilà. Ouais, c'était la MJC parisienne du rap français. C'était n'importe quoi le bureau. Il y avait 17 groupes de rap qui montaient par jour. Ça fumait partout et tout. C'était genre, et comme Universal voulait se donner une espèce de, genre, on est dans le truc, quoi. Ça commence à démarrer, donc moi je maîtrisais absolument pas le truc. En plus je bossais un peu avec NTM en même temps, avec Ragasonic. Enfin moi j'étais complètement débordé. Enfin voilà, c'était bon, j'ai zappé pas mal de périodes parce que j'ai même pas parlé du 4e album d'NTM. Non mais on va revenir. J'ai quelques questions dessus, mais je te laisse aller dans ton flow. Et donc Highland, je signe Afro Jazz. Ouais. Qui est aussi pour moi un des plus grands albums de rap français. Très bien. Qui est l'album avec des prods de Beatminers et de Beatnuts et tout. Enfin, et le regretté ODB. Et de Lucien, encore une fois. Et Perle Noire, genre des titres vraiment, vraiment très, très forts. Et je fais la compile L432. La fameuse compile. On a beaucoup parlé aussi ici. Ouais. Bah, c'est normal. C'est un fait d'armes. Non, mais entre les morceaux il y a des morceaux incroyables, des classiques, mais les histoires autour de cette compilation aussi. Ah oui, avec MCM et MCM, les chiens, Express D, Bustaflex. Ouais, putain. Voilà. Ouais, bon. Tout ça, c'est à cause de toi. Ou grâce. La musique grâce. Après, on maîtrisait pas tout, hein, franchement. Après, c'était aussi l'ambiance du rap français à cette époque-là. C'était violent. Toi, tu peux rien. Hein. C'était violent. C'était comme ça. Ouais. À l'image de l'étage d'Highland chez Universal. Si vous saviez. Parce que parfois la porte était fermée. Hein. Ouais, mais ne commence pas les histoires pour pas les terminer. J'ai dit, on adore les anecdotes ici. Le truc le plus fou que tu peux raconter de cette période Highland où c'était le monde parallèle. Ouais, des mises à l'amende dans le bureau de trucs. Je donnerai pas de nom, ça c'est pas possible, mais des trucs d'une violence extrême, quoi. Avec des mecs qui viennent au Panthéon parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi et qui repartent, ils repartent en ayant tout perdu. Je suis pas, évidemment, moi je suis plutôt le mec qui arrive pas à gérer la situation et qui est plutôt, non, c'était particulier. Et puis Lady Leslie aussi. Ouais. Lady Leslie qui sort le morceau, le fameux morceau sur son frère et qui cartonne et tout. Donc là, nous on est ensemble à ce moment-là. Donc je signe ma femme en toute décontraction. Hein. Normal. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On fait une première fille qui est à ma gauche là, qui est maintenant manageuse dans ma boîte, hein, qui est super, tous rejoints. Qui bosse super bien, qui s'occupe d'un artiste du 18e qui s'appelle Cachemire, qui est vraiment un artiste super intéressant et qui à mon avis va incessamment sous peu faire vraiment parler de lui, et qui s'occupe de Bosch aussi, qu'on a ramené ramené au Bercail là il y a quelques temps, et avec qui on a une relation vraiment vraiment très intéressante, parce que c'est un garçon très sérieux, très très clair, très c'est lui qui veut pas faire de chicha. Ah ouais.
J'ai tout de suite compris. Il veut faire des tournées, il veut faire des Bercy, lui. Ok, bah, si c'est Bercy, c'est mieux. On veut pas aller au bout. Non, depuis qu'on bosse ensemble, il a fait un club. Bon, c'est aussi à cause du Covid, hein, mais un club, le mec. D'accord. Alors que t'entends les rappeurs dans tous les clubs. Et okay. Donc voilà, période Highland. Là, Nicolas Nardon, dont je parlais tout à l'heure, avait été aussi engagé par Highland. Il était chef de produit là-bas. Ok, donc vous vous retrouvez. On se retrouve là-bas. Chez Highland. L'album d'NTM est sorti, ils sont dans la tournée des Zéniths, ça cartonne, patati patata, etc. Et moi, le management commence à affreusement me manquer. En fait, le côté politique interne de maison de disques où faut faire les yeux doux, faire connaître les attachés de presse, aller voir les radios et tout. Moi, je suis pas du tout capable à ce moment-là de voir la réalité ni l'importance de ce... T'étais un peu comme les NTM, en vrai. T'étais un NTM en toi, en vrai. Oh non, je pense pas, mais j'étais sûr que j'avais raison. J'aurais dû beaucoup plus réfléchir et travailler là-dessus que ça. J'étais certain que la musique qu'on faisait, c'était la bonne et qu'il y avait pas de progression à faire, etc. Globalement, d'ailleurs. Et comme en plus, j'étais pas aidé parce que j'avais des résultats, j'arrivais pas à... Mais bon, ce qui devait arriver est arrivé. Le rap, entre guillemets, plus formaté radio, et je le dis absolument sans jugement, a commencé à arriver, et là, moi, j'en mettais plus une dedans. Ok. C'est tout naturel, hein, c'est normal, mais parce que moi, j'étais arrivé dans mon espèce de côté rebelle, musique contestataire, etc., et qu'en fait, c'était mon fer de lance de jouer là-dessus. C'était pas de la provocation, mais c'était surtout sur l'action, et ce que je voulais voir, c'était de la grosse image qui frappe, et un truc à chaque fois qui se voit, de la performance, et j'étais un peu bloqué là-dessus. Et du coup, c'était un univers plus live et visuel que radio, que résultats commerciaux, que analyse. Comme Jules Vanish, d'ailleurs, lui, est parti plus dans ce terrain-là et a très très bien réussi là-dedans. Donc, ton plus gros succès chez Highland, c'était quoi? Bah, ça a été L432 et Lady Lesty. Hein. Ok. Je sais pas, mais je suis pas assez longtemps. Hein. Je suis resté 3 ans, moi. T'as fait Expression Directe et Afro Jazz aussi. Expression Directe, Afro Jazz. Afro Jazz, c'est le malheureusement un des plus gros flops. Mais j'avais été un peu présomptueux de vouloir sortir un groupe entre guillemets pro-black en France. C'était un peu bon. Il est fou le mec qui se fait cette histoire. On va pas rentrer dans le débat, mais bon, on est encore très très loin. C'est clair. De la normalité dans ce pays. Mais alors à ce moment-là, c'était Cro-Magnon à ce niveau-là. C'est clair. C'était compliqué d'avance. Non mais c'était genre ah ouais, tu vas chez Highland, là où il y a les Noirs. Le monde parallèle. Non mais c'était fou quoi. C'était le ça monde me fait parallèle. Marrer, la fumée. Ouais. Non, parce que moi c'est vraiment j'ai la porte. J'ai le souvenir de la porte. Il m'a dit mais pourquoi la porte? L'étage entier. Il me dit et il a cité cet exemple-là. Il a dit quand l'ascenseur s'ouvrait vers Highland, t'avais des gens dont la couleur ne se mariait pas avec l'étage, qui se mettaient au fond de l'ascenseur. Commençaient à tenir leur sac. Non, et les autres sortaient. Non, c'était fou. En plus, c'était l'époque des double goose, là. Des grosses doudounes, là. Donc, en fait, ça rendait les mecs. On faisait baggy. Double goose. C'est-à-dire, les mecs étaient multipliés par 3. Et là, si tu connais les ascenseurs d'Universal, bon, bah, tu mets 3 mecs comme ça, comme généralement, ils se promenaient pas tout seuls. C'est clair. Donc, ils venaient à 6 ou 7, hein, pour un rendez-vous, tu devais voir quelqu'un. Non, ouais, c'était marrant. Et donc Nicolas Nardon, moi le management commençait à me manquer vraiment. Enfin, en fait, je me disais bon, là, maintenant j'ai un salaire. Bon, déjà, c'est pas assez. J'ai toujours eu un peu des ambitions supérieures et toujours un train de vie supérieur à ce que je pouvais me permettre. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et donc, je commence à parler avec Nicolas et tout, on se complétait vachement bien pour les raisons que j'ai un peu expliquées tout à l'heure. Moi, je trouvais les artistes, j'avais un peu les liens pour ramener les artistes, avoir des stratégies, des idées, des visions, leur donner la patate, etc., etc. Et puis lui, il avait une vision plus marketing, plus de marché, etc., etc. Donc en fait, on se complétait pas mal et on décide de monter Lickshot ensemble. Lickshot Entertainment. C'était une boîte de management, ça. C'était ma première boîte de management en 97. Ça, je me souviens de la date. Parce que c'est l'année où Léa est née. Donc, en fait, en février, Léa née en février, et je crois que j'ai monté la boîte en juin ou un truc comme ça. Donc là, on représente Raga Sonic, Lady Lesty, NTM, mais pas de manière totalement officielle. C'était un peu compliqué, on n'avait pas complètement recommencé, etc., etc.
Daddy Naughty, dont j'ai pas parlé encore, mais oui, parce que en fait, Daddy Naughty, oui, j'avais oublié ce petit détail. Putain. En fait, T'as fait plein de choses. Ouais, putain, en fait, dans mon obsession des sons de système dont je parlais tout à l'heure, Naughty, qui lui adorait ça aussi, décide de monter un sound system qui s'appelait Stentall. Ouais. Ah, tu connais ça? Bah, bien sûr. Avec Lord Co-City, Lord Co-City, Lord Zelko, Ragasonic. Non, il y avait ni Lord Zelko, ni Lord Co-City. Donc là, tu vas revoir tes classiques. Ah bon? Ouais. J'ai vu une affiche où il y avait tout ça. Non, il y a eu une affiche, parce qu'à la fin, on a fait une rencontre avec Lord Zelko, on a fait un pseudo-clash ensemble, mais par contre, il y avait Brother Jimmy, il y avait Jamaica. Ouais. Là, tous les anciens, là, il y avait Naughty, évidemment, qui était le MC principal. Il y avait Kaza, qui maintenant fait des émissions à France Inter et tout, que j'aime beaucoup, quoi, qui est vraiment mon pote. Il y avait Paulino. Il y avait Tip Top, qui était donc tous les mecs au platine avec moi, etc., etc. Mais Paulino, qui était avec la clique de Tonton David à l'époque. Bien sûr. Et un mec qui s'appelait Don Lickshot. Don Lickshot, ouais, bien sûr. Est-ce que ça vient là? Non, moi, Lickshot, c'est une chanson de Michael Palmer. Donc là, vous pouvez aller chercher aussi, qui s'appelle Lickshot. En fait, Lickshot, c'est justement le fameux coup de feu quand les mecs tirent en l'air dans les sound systems. Et comme ce truc m'impressionnait tellement. Je pense que c'est impressionnant. Non, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est? En fait, en Jamaïque, c'est les flics qui font ça. Mais les mecs, quand un mec met un titre trop fort et tout, le flic, il sort son gun et il tire, quoi. C'est normal, c'est la Jamaïque. Je sais pas s'ils ont trop le droit de le refaire encore ça maintenant, mais en tout cas, c'était ça. Et donc, la chanson de Michael Palmer, il raconte ça dedans. Donc, je m'étais dit, dans ma grande gamberge pour trouver des noms, enfin, vous verrez après, c'est pas triste. Ma grande gamberge pour trouver des noms, j'avais trouvé ça. Et donc on commence les sound systems et ça devient on faisait des trucs au Stadium Squash dans le 13e, mais c'était genre mais blindé, mais des trucs de dingue, quoi. C'était et c'était la folie. Franchement, c'était fou. Donc ça, c'était une énorme période où franchement on était Donc de là, tu vas manager Naughty en fait? Non, je le manageais déjà. Mais on avait décidé de faire le sound system ensemble et tout. Je l'ai managé, on a fait... putain, je me souviens même plus des chansons, mais je l'ai fait signer chez Delabel et il était... et ouais, on a eu une... Donc quand il fait dingue... elle me rend dingue. Ouais, non, ça c'est après moi, ça. Ça, c'était Elpidio, je crois, qui le manageait à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai fait le début. Parce qu'en fait, au début... Natural Mystic, avec le clip... Sûr, ça, c'est Frenchy aussi. Et le clip de Joey Star, réalisé par Joey Star, tout ça, c'était sur ton Globe. époque. Exactement, Au même moment qu'il aiguisait comme une lame, le titre avec la Ragasonic. En fait, non. En fait, au début, je fais signer Nati chez Delabel, parce que le mec était le roi des sound systems à l'époque. C'était vraiment genre, pour ceux qui connaissent le dancehall, il y avait un DJ, parce que les rappeurs en Jamaïque dans le dancehall s'appellent des DJ, un DJ qui s'appelait Ninjaman, qui était le roi des clashs. Le roi des clashs. Et Naughty, il avait vraiment pris cette espèce d'image-là en France, et il avait des titres comme ça qui étaient très clash et tout, et c'était genre la terreur des sound systems, quoi. Donc c'était vraiment... J'ai vu une vidéo il y a longtemps que tout le monde cherche, où il avait fait son clash contre Daddy Yod. Ouais, bien sûr, c'était mythique. C'était le truc, bien sûr. Donc c'était vraiment, en fait, quand tu regardes Ninjaman à l'époque, c'était vraiment ça. C'était Ninjaman français. Et du coup, on continue comme ça, Poterne des Peupliers, Stadium Squash, on fait l'Aqua Boulevard, on fait, on invite des Jamaïcains, genre un jour Cutie Ranks, moi je mixe pour Cutie Ranks, après, ouais, non, c'était la folie. Et ça continue et tout. Les Ragasonic commencent à venir dedans. Après, une fois n'est pas coutume, embrouille de tout le monde avec tout le monde. Je pars de Stentall, où on arrête Stentall, je crois, je sais plus, enfin bon, embrouille et tout. Et quelques temps après, on monte notre sound system avec les Ragasonic qui s'appelle Airsonic Sound System. Où là, on joint les tournées du groupe avec des sound systems. Donc on fait les deux à chaque fois qu'on arrive quelque part. Et là, c'est pareil. Putain, mais toi, ton rôle, il est magnifique, en fait. T'es manager. Magnifique. Et après, tu te retrouves derrière les platines, à tout moment. Mais je faisais les deux. C'est beau. Ouais, magnifique. Sauf quand tu te réveilles le matin, je te dis. mais après ça, t'as deux boulots, tu dois assumer. Mais c'est beau. Il y a un moment, tu participes à la fête. Moi, je trouve ça bien. En plus, j'étais aidé par des artifices extérieurs. Donc franchement, d'ailleurs, j'ai plus beaucoup de mémoire à cause de ça. Mais ouais, non, mais de toute façon, très sincèrement, j'ai une vie fantastique. J'ai sincèrement. On est d'accord. Non, mais j'ai une vie fantastique. C'est fantastique. Après. Parce que là, on est.
On n'est même pas à la moitié en vrai, mais t'as sauté des trucs, mais rien que tout ce que t'as dit là, c'est magnifique. Je sais pas quel âge j'ai là, à ce moment-là, On dit 22 ans, c'est pas grave. Non, mais c'est facile, je vais trouver, parce que Léa, je l'ai eu, j'avais 22 ans. Là, je dois avoir 26 ans, 27 ans. Ok, t'as déjà fait tout ça. Ouais. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur le deuxième album d'NTM, qui est 1993, J'appuie sur la gâchette. Ouais. Il y a eu 2 polémiques autour de cet album-là. Ouais. Il y a eu le morceau J'appuie sur la gâchette où les gens disaient c'est un morceau qui pousse au suicide. Ouais, appel au suicide. Voilà. Et il y a eu le morceau Police, notamment avec le fameux Nique la police en acapella à la fin du morceau. Donc ça a fait des histoires. Ouais, ça et il y a un texte de la phrase de Joey dans le couplet où il dit je me souviens plus. Tu vois, c'est ça. Mais dans Police, tu parles. Ouais. Ouais, bah, encore le morceau, quoi. On a eu les problèmes, en fait. Ouais. De toute façon, le morceau, exactement. Ouais. Donne-moi des balles pour la police municipale. Joli. C'est le producteur des podcasts. Voilà. Qui est également très érudit en la matière. Il a pris la parole 2 fois. Maître Capello. Il a pris la parole 2 fois pour dire Stuntall, évidemment. Voilà. Et qui nous reprend sur les textes. C'est très exactement. Bien. Et donc, ces 2 morceaux-là provoquent scandale, machin, tout ça. En fait, ça devient le propre d'NTM, où en fait, quand ils arrivent déjà avec le nom au début. Voilà, le nom au début. Mais là, ça monte d'un cran quand même. Carrément, ouais. On est en France. Nous, on a l'habitude de voir Public Enemy ou NWA dans des histoires comme ça, et ça leur fait vendre des disques et tout. Moi, j'aimerais que tu me dises si ça a vraiment fait vendre des disques à NTM, ces 2 polémiques. Non, mais t'as raison de le souligner. On est dans un pays pas du tout comme ça. On est dans un pays beaucoup plus... les États-Unis, c'est un pays de l'événement, en fait. Les États-Unis, si tu choques, si tu défrais la chronique, tu marches. Ouais. La France, si tu choques, on te cache. Donc, après, je pense que on peut pas que en vouloir. Le deuxième album d'NTM a vendu moins que le premier. Ouais. On peut pas. C'est aussi une règle un peu connue du métier. C'est très dur. Le deuxième album, c'est très très dur. Et pourtant, le deuxième album d'NTM, il est loin d'être. Il est loin d'être. Comment dire, peu intéressant. Ne serait-ce que par ces 2. Il commençait déjà, le clip de J'appuie sur la gâchette était fabuleux. La pochette avec avec leurs 2 têtes sur le flingue et tout. Il y avait quand même beaucoup de recherche artistique et créative qui était l'album est intéressant. Ouais. C'est des vraies prises de parole politiques. Il y a des trucs, mais ça vend moins. Je pense qu'on a passé le côté de la provoque, nique ta mère, etc. Donc les gens les connaissent un peu. Et puis effectivement, là on commence à nous dire en fait les RG sont sur le dossier police, etc. Ils pensent que vous êtes peut-être potentiellement un dangereux groupe de provocateurs, etc., etc. Sony reçoit une mise en garde, une mise en demeure, et le boss d'Epic a rendez-vous chez les flics. Enfin voilà, ça prend des. Ah ouais, quand même. Ouais, ça a pris des proportions importantes. Mais il y a pas de plainte. Non, il n'y a pas de plainte. Ok. Mais t'oublies le clou de l'histoire. Que tu vas me rappeler. La Seine-sur-Mer. Oui, ok. Ah bah ouais. La Seine-sur-Mer, il y a un concert à la Seine-sur-Mer. Là, leur réputation sur scène commençait à être vraiment nationale et tout. Donc, ils font des gros plateaux. Et là, ils faisaient un concert. Ils étaient en co-billing, donc en double tête d'affiche avec Patrick Bruel. Et c'est magnifique ça. La musique c'est beau pour ça aussi. NTM et Patrick Bruel. Et donc Patrick Bruel joue, évidemment les NTM ils finissaient. Et en fait il y a des mots d'ordre qui passent et tout. C'est genre vous jouez pas police. Ouais. Comme NWA, c'est la même histoire. Ouais. Vous jouez pas police, vous jouez pas police, vous jouez pas police. Nous on est là, je comprends pas. On parle pas la même langue. Je sais pas, etc. Et là évidemment, faut pas chauffer l'animal. C'est sûr, le mec, de toute façon, c'était notre grand truc. Je lui disais, mais t'as vraiment une incapacité à faire le canard quand il faut, quoi. C'est vraiment, si tu dois faire le canard, tu vas pas le faire, quoi. C'est autant, non, mais on a eu tellement d'histoires comme ça où il voyait mon regard, j'étais, Donc, après, bon, je suppose que toi, ça a dû t'attirer des problèmes, mais nous, vu de l'extérieur, c'est pour ça qu'on les met Joey Star. Ouais. C'est pour ça qu'on les met. Tant que c'est à l'imparfait. Et non, je rigole. Non, pas de ça chez moi. Je rigole. C'est une blague. Okay. Et donc, le mec fait un truc incroyable. Il monte sur scène et il dit, bon, ça, je pense pas que tu puisses m'aider, là, l'érudit, là. Mais il monte et il dit,
vous pouvez pas les rater, ils sont tous en bleu et ils se tiennent par la main. Et là, je me dis, merde. Et moi, je vois les mecs qui commencent à me regarder et tout. Et en fait, les flics, comme ils s'étaient tous pris la tête sur cette histoire des NTM, les dangereux provocateurs et tout, ils se tenaient par là. Ils avaient fait un cordon tout autour du public et ils se tenaient par la main comme ça. Genre ridicule, quoi. Le lendemain, assignation, tribunal, possibilité d'interdiction de chanter en 1996, je crois, ou 15, je sais plus, mais enfin c'était hallucinant, quoi. Qu'est-ce qu'ils reprochaient? Parce qu'ils ont voulu chanter Police, parce qu'ils ont chanté Police? Oui, parce que soi-disant les textes étaient passibles de délit, quoi. Toujours la même histoire. Mais en tout cas, tu me confirmes que ça a pas fait vendre plus de disques. Non. Ok. Non, parce que après, en fait, s'il y a provocation, tu te dis, ok, des gens vont créer le pour et le contre, etc., etc. Mais en France, ça, c'est un peu réalisé par la presse. Ouais. Mais la presse, c'est pas un instrument médiatique commercial. C'est un instrument médiatique de débat et d'intellectuel. Enfin bon, évidemment pas une certaine presse, mais on parle pas de celle-là maintenant. Okay. Et ce qui est commercial, c'est la télé ou la radio. Et la télé ou la radio sont des institutions qui, par définition, ne prennent pas de risques. Ouais. Donc, à part évidemment Radio Nova qui a dû nourrir le débat d'une manière plus positive, etc. Mais sinon, les réseaux, c'est-à-dire ceux qui entre guillemets optimisent le contexte commercial d'un produit, évidemment qu'ils sont pas là à ce moment-là, quoi. Et toi, en tant que manager, comment tu gères cette situation? Est-ce que tu te dis, sans savoir que ça va pas faire vendre plus de disques, mais est-ce que tu dis, ok, c'est du pain béni, ça va faire de la pub, ça peut nous aider, ou tu dis, faut calmer les choses, les gars, doucement? Pain béni, non, parce que c'est tout d'un coup, tu te retrouves avec des avocats, faut payer les avocats, c'est pain béni, non, parce que c'est une galère à gérer. Ok. Mais excitation, parce que tout d'un coup, tu fais la une des journaux, quoi. Donc, donc il y a quand même ce truc. Ouais, puis je sais pas si tu te souviens, mais quand ils arrivent au tribunal, il y a tous les requins vicieux qui font la sécu et tout. T'as l'impression de voir arriver un truc. Moi, j'étais là, oh là là. Enfin, voilà. Et là, effectivement, même si je suis manager dans le sens, je gère les problèmes, je règle les choses, c'est moi qui m'occupe des factures, des paiements, des rendez-vous, des patatis, des patatas, etc. C'est pas moi qui leur dis, tu te mets là, tu fais comme ci, tu te mets comme ça, tu vois. C'est genre, ils font leur truc. Ils ont toujours décidé, même. Oui, ils font leur truc avec leurs potes, avec leurs machins, etc., etc. Moi, je suis j'allais dire assistant, non, ça faut pas déconner, mais enfin voilà. Tu proposes les choses, tu proposes de toute façon. C'est eux qui font leur vie, mais tu proposes. Ouais, exactement. Ok. Et j'aimerais qu'on revienne à la période Leakshot. À un moment, tu manageais énormément d'artistes. Il y en a certains pendant longtemps, d'autres pendant très peu de temps. Mais t'as cité des noms, mais je me rappelle, Roca, à un moment, tu bossais avec Roca. Ouais, parce que je bossais avec Big Red tout seul. Ok. Parce que les Ragasonic aussi, évidemment, ont splitté à un moment donné. Je bossais avec Big Red, qui est devenu très pote avec Roca, donc j'ai fait un album avec Roca. Ok. Bon, enfin, là-dessus, on n'est pas obligé de manager des artistes très longtemps. Okay. On peut aussi être là pour un certain temps, faire un déclic, etc., etc. Et puis moi, il y a des moments où aujourd'hui, je suis très professionnel. Je l'étais moins jusqu'à 40 ans, quoi. Okay. J'étais DJ en même temps, donc avec tout ce que ça entraîne. Bon, j'étais rarement au bureau avant 12h30. et puis ça faisait aussi partie du truc. C'était aussi, ça créait aussi un espèce de réseau où j'étais proche de beaucoup de gens, etc., etc. Donc mais il y en a eu d'autres. Hein. Matt Houston, jamais managé. Ah ouais? Ah si, peut-être t'as raison, je crois. Je suis pas ouais, mais très peu de temps. Ça a été court. T'as raison, juste après son gros tube, là. Voilà. Mais Ouais, t'as raison. Ouais. Tu vois, je te rappelle... J'espère qu'il écoute pas, Mathieu, excuse-moi. Le relou. Je te rappelle ta propre carrière, c'est beau. Mais est-ce que, j'allais dire à cette période-là, mais en vérité, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un artiste que t'aurais voulu manager et que t'as pas pu manager? Il y en a plein. Tu peux me citer 3 noms comme ça? Booba. Il y a eu des approches. Ouais. Des tentatives. Un rendez-vous incroyable. Rendez-vous avec Lunatic. Moi, je voulais manager Lunatic. Ok. Et rendez-vous avec Ali et Booba dans mon bureau qui viennent avec un petit pote à eux. Et le petit pote, c'est Sébastien. Sébastien de Headbanger. Ok. Le mec de l'électro.
il roulait déjà avec Lunatic à ce moment. Le mec, il me dit, je veux être toi. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, je veux faire comme toi et tout, etc. Il voulait que je le manage. Moi, j'étais là, non, mais vas-y, va t'acheter un piano. Et donc, on s'est parlé pendant 2-3 mois avec Booba et Ali, etc., etc. Puis finalement, ils sont pas venus. Ok. Grosse déception. Et je m'entendais assez bien avec Booba, mais on rigolait bien et tout, etc. Okay. Il était assez cool, ouais. Cool. Après, qui d'autre? Franchement, Gims, ça m'intéressait. Là aussi, j'ai essayé, puis je l'ai pas. Enfin, on n'a pas été plus loin parce qu'en fait, il a une vision assez précise de ce qu'il veut faire. Et je crois qu'il a pas besoin de. Il a pas. Enfin, ça lui convient comme c'est là. Mm-hmm. Mais je l'aurais bien fait plus pour des questions professionnelles qu'autre chose. Mm-hmm. Et après, on est plus sur de l'international, quoi. Qui, par exemple? Voilà, tu prends le. Je suis un passionné de ce truc, moi. Donc, tu sais, tu prends le dictionnaire des artistes américains et de la première, du premier artiste de la lettre A au dernier de la lettre Z, à mon avis, à 80%. Ok. Voilà. Non, mais que ce soit dans le rap ou partout. Et pas de Jamaïcain? Si, ouais, bien sûr. Mais putain, tu sais, quand on faisait, parce qu'il y a l'épisode de l'émission de radio Skyrock aussi. Oui, on allait y venir. Et donc, quand on a fait l'émission de Sky BOSS de chez Joey et Spank à Saint-Ouen, on faisait venir des Jamaïcains. Donc, il y a quand même eu Capleton, Elephant Man et tout qui sont venus. Moi, j'ai mixé pour eux, etc., etc. Donc, c'était des trucs. Morfaya. Ah ouais. Je les ai, hein. T'as enregistré tout? DAT et tout. T'en fais des doublets. Mais bien sûr, de toute façon, j'avais des doublets, mais j'avais des doublets, le sound system, tu rigoles, on a été les rois du monde. C'est lourd, de tout le monde. C'est lourd. Et puis voilà. Mais comme, tu vois, juste avant, t'as dit... On passe au deuxième tarif, ouais. Désolé, Benjamin, on met tout l'argent sur lui. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Raga Sonic, il se sépare, et t'as suivi Big Red. NTM se sépare, t'as suivi Joey Star. Comment tu fais ton choix, en fait? C'est tu manages le groupe, et à un moment, tu choisis un artiste plus que l'autre. Comment ça se passe? Non. NTM split, Cool Chain arrête, et Joey veut continuer. Donc moi, je continue à travailler. Cool Chain arrête quoi? Il nous dit pas qu'il va faire For My People, il le sait pas en fait. Ok. Je pense qu'il a un ras-le-bol général de toute sa vie pendant 15 ans, ce que je comprends, mais les yeux fermés. Ok. Moi, il m'avait en plus, je sentais qu'il était pas bien, etc., etc. Donc, et en fait, Joey, lui, est dans une dynamique très énergique et tout, et il veut continuer les choses tout de suite. Donc, je continue avec lui. Ok. Et les deux autres, franchement, la séparation, c'était pour des raisons assez absurdes. Enfin, en fait, les mecs réussissaient tout. Et ils ont vraiment splitté en haut de la vague. Donc c'est vraiment... c'était absurde. Ouais. Et moi, j'avais des engagements avec Source et tout. Enfin, c'était compliqué. On avait des grosses dates dans des tournées. Ça commençait à être gros, quoi. Donc ouais, ça a été chaud. Ça a été chaud. Et j'ai suivi Big Red parce que c'était le plus adulte. Ok. Et peut-être le plus déterminé à faire des choses, etc. Et puis Maury, il a mis un certain temps à reprendre du poil de la bête. Enfin, il a eu des galères aux Antilles et tout. Il a été, c'était compliqué. Il était un peu dans un autre univers. Enfin, après les binômes, il y a toujours des problématiques internes entre les caractères et tout. Et puis ce sont des personnalités qui sont pas forcément aujourd'hui. Les nouvelles générations ont changé parce qu'en fait, ils ont eu des professeurs. Ces gens-là ont été des professeurs pour tous. Ouais, bien sûr. Donc en fait, là, les mômes, ils arrivent, ils ont 24 ans, c'est des businessmen. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils savent. À 24 ans, Joey, Big Red, tout ça, machin, en fait, c'était des passionnés de musique. Ouais. C'était pas des Il businessmen. n'y avait pas de modèle avant eux, en vrai. Et puis, il n'y avait pas de business. Ouais. Tu faisais un concert, tu faisais un disque, tu faisais ci, tu faisais ça. Enfin, on n'avait pas accès au... Là, moi, j'entends des deals... phénoménaux. En France, je sais qu'il y a des marques qui voulaient rien avoir à faire avec le rap à l'époque et aujourd'hui qui signent des rappeurs de partout. Est-ce qu'aujourd'hui t'en profites? Alors là, moi j'en ai. Quand je dis t'en profites, je suis pas en train de parler personnellement ton compte en banque. Je dis voilà, le business, t'as une boîte de management. Tout va bien, moi, je suis à moitié américain, j'ai pas le rapport français à l'argent, ça me dérange pas. Ça, c'est cool. Mais j'en ai beaucoup profité avec Johnny. Et je parle pas que d'argent, mais Johnny, ça a été
la reconnaissance absolue de mon parcours chaotique dans le sens ultra rapide et efficace, et où là tout d'un coup je me suis retrouvé en fait à avoir pendant 20 ans forcé des portes fermées, à arriver dans un truc où toutes les portes sont ouvertes. Donc là maintenant il suffit de faire le truc. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation avec Johnny où j'ai répété quelque part mes mêmes valeurs et les mêmes principes que j'ai un peu de base dans la musique, qui sont la sincérité, la légitimité, se rapprocher du public, l'artiste doit donner, ce sont des principes très importants. Et avec Bosch, on s'est très bien entendu parce que notre première discussion, elle a été là-dessus. Okay. Et il m'a dit, ouais, personne m'a dit ça, en fait, c'est ça que je veux entendre et tout. J'ai dit, mais oui, moi, Johnny, quand je l'ai rencontré, et qui m'a dit, ouais, si tu veux bien, je crois que j'aimerais bien travailler avec toi. Mais d'où, en fait, non. D'où il te sort ça? Il connaît déjà ton parcours? Ouais, en fait, par un concours de circonstances, Yarol Poupeau, qui est son guitariste et le guitariste d'FFF à l'époque, un copain à moi, bosse avec lui et il lui dit, mais Johnny, t'as jamais eu de manager, en fait, pourquoi, comment ça se fait qu'à 64 ans, c'est toi qui appelles le patron de la maison de disques pour parler du planning de la promo de la semaine d'après? Enfin, genre, il dit, mais comment ça se fait, quoi? Et l'autre, il en pouvait plus. Du coup, il se retrouvait imbriqué dans ses deals de tournée et tout. Et puis, c'est des deals, là. Là, on parle de deals, hein. C'est 90 dates dans des salles de plus de 10 000 personnes. C'est des gros budgets. C'est clair. Et du coup, il lui dit, ah ouais, t'as raison, etc., etc. Puis il dit, mais moi, je connais un mec, il a managé Joey Starr et tout. Et là, Laetitia me stocke Google dans tous les sens, et patati patata, etc., etc. Et Johnny dit, bah ouais, s'il a managé Joey Starr, il doit pouvoir peut-être faire quelque chose avec moi. Donc, Yarol m'appelle. J'étais en train de dîner avec Léa à la maison, qui a entendu cette histoire 98 fois. Elle n'en peut plus. Et je dis à Léa, non, il me dit, ouais, ça va, écoute, non, je réponds pas parce que je suis au téléphone, et il m'envoie un texto. Il dit, ouais, ça va, je suis avec Johnny à LA, on voudrait te parler. Moi, je dis à Léa, oh non, oh là, ça c'est le duo Johnny-Joey Starr, j'ai pas du tout envie de faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire et tout? Et là, du coup, bon, je réponds, je suis à une projo, je te rappelle, enfin un truc, voilà. Donc on continue à dîner, etc. Et là, il me rappelle. Attends. Là, t'es en train de fuir Johnny Hallyday. Ouais. Le plus grand artiste français. Mais parce que j'ai pas une seconde dans l'idée qu'il est en train de me proposer de le manager, le mec. Ok. Mais là, tu veux même pas l'entendre lui parler. Non, là, je suis en train de... T'as une projo. Non, mais moi, moi, j'ai l'image tout de suite, genre Johnny Minister Hammer, où quand je te sors mes 4 valeurs de tout à l'heure, la sincérité, légitimité, le donner avec le public, etc., pour moi, ça colle pas. C'est truc, Donc, en vérité, t'es pas chaud du tout, à ce moment-là. Non, parce que je me dis, oh non, ils vont me proposer ça, je les connais, etc., etc. Et du coup, je continue à parler avec Léa, on dîne, etc., et puis il rappelle. Je dis, non, mais vas-y, c'est bon. Et elle me dit, non, mais réponds, ça se fait pas, etc., etc. Enfin, c'est bien, Léa. Donc, je réponds. Quoi? C'est pas vrai? Si, mais elle dit qu'elle a eu raison de te faire répondre. Je réponds, et là, il me dit, ouais, ça va et tout. Écoute, Johnny a pas de manager, et il aimerait bien en parler avec toi. Bon, je suis là, avec ce délire, et je te le passe. Donc là, allô, ouais. Oui, bon, bah, peut-être que je cherche un manager et tout, j'aimerais bien te rencontrer. Quand est-ce qu'on peut se voir? Moi, je dis, bah, demain. Il dit, ouais, enfin, je suis à Los Angeles. Hein. Ah, bon, bah, après-demain. Et je suis parti le lendemain. 2 jours après, je suis parti à Los Angeles. Magnifique. Et bah, là, pareil. Là, t'étais motivé et tout. Après, je suis pas reparti pendant 10 ans. Bah, ouais. Je suis parti pour 10 ans, ce genre-là. Ok. C'était, et ça a été, franchement, la consécration de ce que j'avais réfléchi, mis en place. Enfin, c'était fantastique. En fait, depuis tes 14 ans, avec le manager de police. Ouais. Non, et en plus, c'est des anecdotes. Finis avec Johnny Hallyday, des anecdotes incroyables. C'est que j'avais un grand-père que j'adorais particulièrement, qui vivait dans le Pays Basque. Donc, d'où mon attachement à cette région-là et la raison pour laquelle j'ai monté un festival là-bas. Et moi-même, je me saoule d'avoir fait tellement de trucs. Là, non, c'est beau, c'est bien. Et mon grand-père, qui était banquier, me disait, en analysant mon business et tout, me disait genre,
En fait, ton truc, c'est bien, mais pour vraiment marcher, en fait, il faut manager genre Johnny Hallyday, en fait, sinon ça marche pas. Et il l'a pas vu parce qu'il est parti avant que je m'en occupe. Là où il est, il voit. T'inquiète même pas. Mais bon, enfin, c'était une anecdote c'est marrante. C'est beau. C'est beau. Et du coup, ouais, c'était fantastique parce qu'en fait, je mettais je fabriquais ce que j'avais toujours fabriqué, mais avec quelque chose où genre je demandais n'importe quoi, on me disait oui. Bah ouais. J'appelais les mairies, l'Élysée, les machins, enfin tout était genre complètement. L'Élysée, il a dit. Ça c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais j'ai rencontré 4 présidents de la République. Normal. Quand je travaillais avec Johnny. Mais à un point. Le manager du suprême nique ta mère. Mais ouais. Il est normal. Mais j'ai connu président 15 ministres, j'ai parlé avec tes ménages, mais tu peux pas savoir. Ouais, j'applaudis. Non, mais c'était beau. Non, mais c'était fou. C'est beau. Et puis Johnny, il a fait un truc genre intelligence extrême. En fait, genre 10 jours après mon arrivée, il a appelé Gilbert Coulier, qui était le producteur de la tournée, donc des gens qui ont fait tourner Johnny Hallyday pendant des années, qui ont fait tous les stades et tout machin. Et puis il le fait venir dans la loge et tout. Il lui dit le patron après moi, c'est lui. Ah ouais. Donc là, j'étais là genre. C'est beau ça. Ok, bon, c'est ce qu'on appelle une intronisation. Moi, je vais pouvoir m'amuser. Prends ta couronne. Et voilà, c'était genre et c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, je te laisse les clés de la baraque. Genre il y avait évidemment sa femme qui supervisait, enfin si on peut dire ça comme ça, enfin qui visait en tout cas l'ensemble des choses, etc. Et puis qui permettait qu'on soit toujours dans quelque chose qui validait lui. Mais sinon, j'ai fait des opérations de business hallucinantes, les tournées incroyables, les albums, les enregistrements. Enfin, c'était vraiment, vraiment excitant, quoi. Aujourd'hui, tu as une boîte qui s'appelle Rush Management. Ouais. Voilà. Est-ce que ce que tu as fait, les grandes opérations que tu as faites avec Johnny Hallyday te servent pour ta boîte que tu as aujourd'hui? Tu fais du réseau quand même. Ouais, pas que du réseau, mais de toute façon, très clairement, j'ai une position dans le métier aujourd'hui où je veux pas. C'est prétentieux dans la forme, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais je suis incontournable en fait. Non, c'est une réalité. Mais je veux dire, c'est pas. T'es vraiment un Américain, toi. Non, mais tu le dis comme ça, mais c'est parce que tu sais qu'en France, ils se la racontent. Mais on peut dire que je me la raconte. C'est un fait. Tu vois, le problème, c'est que moi-même, en te racontant tout ce que je fais là, moi-même, je me dis, putain, j'ai le nombre de trucs que j'ai fait. Après, très sincèrement, je serais prétentieux si j'étais venu en Ferrari, si j'avais 4 maisons dans Paris et machin, j'ai pas une thune, je suis pas, enfin, tu vois, enfin, voilà, c'est une vie de passionné. J'ai pas 10 000 comptes en banque, je me bats de la même manière pour bouffer que je me battais il y a 20 ans. Moi-même, je sais pas pourquoi, hein. Mais t'es toujours là, t'aimes ça, tu le fais. Ouais, et puis je le fais. Alors après, j'ai monté cette boîte, elle m'a servi déjà, à la base. J'ai rencontré une personnalité qui s'appelle Jean-François Gobertier, qui est un fan de Johnny absolu et qui est un businessman qui a très bien réussi, etc. et qui m'a permis de monter la boîte en s'associant avec moi et en me faisant profiter de ses fonds et de beaucoup d'avantages beaucoup d'avantages qu'il peut avoir. Donc ça m'avait évidemment servi comme ça. Et en fait, quand Johnny est tombé malade, je me suis dit bon, c'est quoi la suite pour moi? Se mettre à trouver un autre artiste, genre bon, maintenant je vais essayer de manager Patrick Bruel ou machin, etc. Je me disais non, mais en fait c'est pas la peine parce que je vais pas supporter. J'ai eu le numéro 1 entre guillemets, je peux pas avoir même s'il y a pas de numéro à donner aux autres, mais je pouvais pas en fait, c'était pas le truc et je me suis dit en fait le seul moyen c'est d'une certaine manière de recommencer à zéro. Donc de repartir sur une volonté de reprendre des artistes en développement, de recommencer une histoire, de recommencer des choses en s'adaptant avec ce qui est là où il faut s'adapter aujourd'hui. Et à 46 ans, enfin là j'ai 49 ans, je devais avoir, quand j'ai monté la boîte, 46. Je commençais à avoir une espèce de besoin de faire profiter de mon expérience et d'avoir une envie de partager avec quelqu'un une envie de formation quoi. Donc en fait je le fais évidemment elle le fait très bien mais Léa regarde tout depuis 15 ans et elle est là, elle a aussi été DJ, elle est un peu dans le même horizon, elle est passionnée par ce truc, etc. Donc je me suis bien rendu compte que
elle avait profité de cette formation-là sans que je le fasse de manière instinctive et en ayant envie de le faire. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie, en fait... c'est clair que je peux plus mettre... je mets encore un peu de basket, mais je peux plus mettre une casquette à l'envers et me ramener dans l'endroit où ça bouge sans que les mecs se disent, putain, faites gaffe, il y a un civil. Il y a un civil. Il y a un keuf. Donc bon, ouais, je t'en prie. Donc bon, c'est un peu réglé au ce niveau-là. Donc je me suis dit, bon, bah, autant que je trouve des mecs qui, eux, vont kiffer d'y aller. Et puis en fait, ils vont aller plus vite que les autres parce que moi, je vais leur apprendre la façon dont on parle à un artiste, comment on fonctionne, etc., etc. Donc, en gros, ça a été assez rapide de constitution au niveau de la société. On a eu très vite pas mal d'artistes et tout, tu vois. Et puis là... SCH est chez vous? SCH, il est parti. Ah, il est parti. Ouais, il est parti parce que on a aussi un système, en fait, que j'aime bien avec l'urbain, c'est... ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous les rappeurs, en gros, ou les artistes urbains. J'aime pas rappeur, en fait, ça me saoule. Ils ont souvent besoin d'avoir quelqu'un, un alter ego à côté d'eux, qui est sur le terrain et qui gère aussi le quotidien. Donc j'essaye sur ce type d'artistes-là d'avoir quelqu'un au quotidien. Donc là sur Bosch, il est lui arrivé avec un pote à lui qui s'appelle Harper, qui est ultra efficace, hyper sympa, hyper bien et tout. Donc là, ça fonctionne. Et au bout d'un certain moment avec SCH, il y a un autre mec très sympa aussi qui s'appelle Mehdi, qui est arrivé. Et puis bon, bah après ils se sont dit bon bah en fait on n'a plus besoin de Pharan, on fait notre route. Ce qui a énervé beaucoup de monde au bureau. Moi, personnellement, bon, je veux pas te dire que je suis blasé, mais voilà, si j'ai pu... T'as l'habitude, c'est rien. Oui, puis je lui ai peut-être pas apporté ce qu'il attendait. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un super artiste. Moi, j'aime beaucoup ce mec. Il a beaucoup de qualités. Il écrit très, très bien. Enfin, voilà, donc je sais pas, aucun regret pour ma part. On avance tout doucement. On arrive vers la fin de l'émission. J'ai encore 2-3 petits trucs à voir. C'est toi qui vas arrêter. Non, moi, c'est toi. Parce que je t'ai vu regarder l'heure tout à l'heure. Non, moi, c'est pour le tarif. Mais ça, t'inquiète pas, tu vas être grassement payé, c'est rien, ça. Donc, ouais, BioSS. T'étais dans le label? Actionnaire, ouais. Ok, voilà. Lickshot était actionnaire. Ok, tu vois, comme ça. Et, t'as pas de regret, finalement, de pas avoir pu scorer avec un artiste sur ce label-là? On n'avait pas les moyens, intellectuels et professionnels de tout faire. Ok. Chacun avec nos problématiques personnelles, hein. Spank d'un côté, Joey de l'autre, Nicolas de l'autre, moi de l'autre. Mais on n'était pas, enfin tu vois, ça rejoint pas mal ce que je te disais sur NTM à l'époque. Entre l'incapacité de Didier de faire le canard quand il faut, donc tu peux pas lui demander de faire un tube au mec. Après il y en a eu un, le titre BioSS avait bien marché et tout, mais on était trop dans la réalité de la musique, et moi je les suivais mais les yeux fermés, puisque l'artistique c'était eux, et c'est pas du tout un reproche, hein. Mais ils topaient des super artistes qui faisaient des super trucs, etc. Mais je pense que on avait notre vie à gérer de l'autre côté, il y avait Joey Star à gérer de l'autre, il y avait machin, il y avait l'émission de radio, on était sur plein de trucs, on faisait des soirées non-stop, après on montait le studio, quand t'es producteur, c'est aussi pour ça que je le suis pas, c'est un métier qui demande beaucoup d'approfondissement, beaucoup de réflexion, beaucoup de profondeur. Enfin, tu connais très bien ça, t'as travaillé avec des producteurs et tout. Producteur, c'est un vrai métier, c'est un métier, quand tu le fais, tu fais que ça. Tu vois, donc déjà moi, les producteurs managers chez moi c'est interdit, tu vois, c'est très dur de faire les deux. C'est impossible, c'est un conflit d'intérêts. Déjà. Donc je vais vous donner un petit point juridique, mais en réalité, le manager est la seule personne qui ne peut avoir que les mêmes intérêts que l'artiste. Donc en réalité, même un manager éditeur, ce serait compliqué, parce que pour donner des petits exemples, quand Jean-Claude Camus a dit qu'il était manager que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, manager de Johnny pendant 10 ans, encore qu'en fait il produisait ses concerts, tu te dis mais non mec, c'est pas possible, en fait tu ne peux pas être manager de l'artiste, c'est pas parce que c'est toi qui l'appelles pour lui dire à quelle heure il a rendez-vous, et que c'est pas ça. Le problème c'est que tu n'as pas les mêmes intérêts que lui. Ton problème c'est toi tu produis la tournée, donc en fait ton boulot c'est de produire la tournée, c'est pas que l'artiste
bénéficient du meilleur des deals et des meilleures des choses dans la tournée. D'ailleurs, la raison de leur problématique ensemble, ça a été ça. Comme la raison de ma problématique avec Joey, ça a été que je mélangeais l'intégralité des fonctions et que du coup, à un moment donné, il y a eu confusion dans l'ensemble des domaines et qu'il a commencé à plus me faire confiance, etc., etc. Ce qui est compréhensible. Mais du coup, aujourd'hui, je mets une espèce de règle et de rigueur absolue à avoir strictement le même intérêt que l'artiste. Il n'y a pas un artiste qui va venir me voir. C'est que manager. Que ça. Et si jamais un artiste en développement vient à me demander de payer son EP ou un truc comme ça, je vais le faire en lui faisant signer un contrat, comme quoi à la première demande, je lui rends les bandes et qu'il me doit juste de l'argent en fait. C'est pas, mais l'argent passe pas par chez moi. Je ne fais pas de production exécutive pour la maison de disques de l'artiste que je manage, parce que tout d'un coup tu deviens l'employé de la maison de disques et t'as plus les mêmes intérêts que l'artiste. Je fais pas enfin voilà, en fait. C'est clair en vrai, c'est clair. Et je me battrai pour ça. En fait, ça sera mon prochain combat, sera juridique. Et je sais que j'imposerai ces règles-là parce que le métier de manager est un métier complètement central dans ce métier et que ça peut changer l'industrie d'avoir des managers importants, influents. D'ailleurs, ça le change. Aux États-Unis, c'est depuis très longtemps le personnage le plus important. En Angleterre aussi. Et c'est eux qui gèrent les droits des artistes. Mais pour gérer les droits des artistes, il faut avoir une liberté d'action. Et pour avoir une liberté d'action, il faut avoir une liberté philosophique et que l'artiste de lui-même ne puisse jamais se demander ou d'où peut venir le problème. Parce que les managers ont trop souffert de ce soupçon d'escroquerie et de confusion des. Voilà, je vois. Fin de ma petite. Moi, j'ai suivi ta carrière de loin, mais j'ai toujours suivi. Et il y a eu un moment. On se connaît depuis longtemps. C'est vrai. J'ai même failli te manager. Tu te rappelles de ça? J'ai pas voulu en parler, mais j'y ai pensé dans la voiture. Moi, je me rappelle très bien de ce rendez-vous. J'y ai pensé dans la voiture. Et je te le dis aujourd'hui, j'ai failli venir. T'aurais dû. En fait, non, il y a eu un détail. Il y a eu un détail où t'as failli me voir. C'est quoi? En fait, on était en train de parler, tu me disais, si tu bosses avec moi, tu rejoins la grande équipe, il y aura NTM, tu sais, en ce moment, Joe et Span qui font des sons, il y aura Lesty, il y aura Ragasonic. Moi, je suis un grand fan de Ragasonic, déjà. Déjà, quand t'as dit Ragasonic, j'étais là en train de trembler un peu, mais devant toi, je suis genre, je faisais le mec, je faisais le dur. Il avait un tube, Driver, à ce moment-là. Il passait en radio de ouf. Exactement. Et tu m'as dit, Big Red, il adore la West Coast. Et moi aussi. Tu sais, la Big Red, on est en train de voir pour faire un truc avec Corrupt. Et là, quand t'as dit Corrupt, mon gars, là, j'étais à 2 doigts de tomber. Donc, mais je me suis dit, il faut pas qu'il le sente, faut pas qu'il voit. Faut que je rentre chez moi, réfléchir, tout ça. Mais là, à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de craquer. Et t'es rentré chez toi et t'as parlé à un copain qui t'a dit, non, fais pas ça, mec. Non, jamais. Moi, je parle jamais à mes potes, ils ont rien à voir avec la musique. Moi non plus. Donc, non, en fait, c'est juste que je me suis dit, j'ai réécouté le premier album de Corrupt et il était pas bien. Et je suis un grand fan de Corrupt, donc je le dis en toute objectivité. C'était plus pareil. Mais bon, bref. Je disais que j'ai suivi ta carrière, du coup. Et c'est vrai que le fait que t'aies voulu me manager, en plus, je me suis dit, il a quand même fait attention à moi et tout. Donc, je t'ai toujours pris, voilà. Parlez jamais mal de ce mec-là, je l'aime bien. Donc, j'ai suivi. Et il y a un moment où je me suis mis à ta place, mais je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est compliqué. C'est le moment où, donc, NTM, ils sont séparés, blablabla, plus rien. Et puis, ils reviennent pour des concerts. Je sais de quoi tu as dit. Voilà, c'est magnifique. Concert, Bercy, tout magnifique. J'y étais. Cool. Fabuleux. Fabuleux, même. Fabuleux. Et moi, je me souviens, on avait fait un espèce d'échafaudage. Et ils arrivaient d'en haut. Et je suis allé le premier soir, je suis allé en haut avec eux avant qu'ils descendent. Et en fait, on était face à tout Bercy, mais Bercy nous voyait pas parce qu'il y avait des espèces de draps, je sais pas comment on appelle ça là, tu vois. Et j'étais tout seul avec les deux là, les gens étaient en délire de ouf et tout. Et on a eu un moment tous les trois de c'était la folie. Consécration. C'était la folie. Ouais. Et du coup, Joey part en prison alors que la veille de Solidaise. Voilà. Et il y avait plusieurs festivals de booker. En fait, on avait booké 10 festivals. 10, tu vois. On avait booké... Et là, je me dis, je suis Sébastien Pharaon. Voilà, mais je vais te raconter. Comment je réagis et donc j'en profite. T'es là, je veux savoir.
j'ai tout essayé, là. Il y a eu cette galère où Joe est un peu parti en vrille un soir, s'est embrouillé avec des mecs et tout, et en fait, s'est retrouvé dans une plainte, une galère avec une machette et tout, enfin, une galère, quoi. Mhm. Que genre 2 jours après, les flics du quartier, parce qu'ils avaient quand même l'habitude de m'appeler, donc ils m'appellent, ouais, passe nous voir et tout, machin, etc. Enfin, passe nous voir, le tutoiement ne veut annoncer aucune affection particulière pour moi, je vous rassure. Et donc je passe les voir et ils me disent, ouais, bon, on a un souci et tout, le juge nous demande de mettre en garde à vue, etc., etc. Donc moi je dis, ah mais non, en fait on peut pas le mettre en garde à vue, il fait 10 plus gros festivals français à partir de vendredi, là on peut pas faire ça, etc. Mhm. Et moi, dans mon positivisme absolu, je me dis, mais non, mais ça va se régler et tout. Mhm. J'appelle avocat, patati patata, etc., etc. Et les mecs me disent, non, bah attends, le seul moyen, c'est de le mettre à l'hôpital. À l'hôpital, les flics peuvent pas venir te chercher pour une garde à vue et tout, donc on verra derrière, etc. Mais c'est de le mettre à l'hôpital et puis de le faire partir pour les premières dates et de gérer le truc comme ça, etc. Donc on le met à l'hôpital. Là, je remercie encore l'avocat. Donc il arrive à l'hôpital. 2 heures après, les flics viennent le chercher. Et l'emmène. Et puis, il est jamais ressorti. Comparution immédiate et tout. Wow. Il était récidiviste de 2-3 trucs. Donc, Ouais. moi, j'ai été moi, c'était terrible parce qu'en fait, on produisait les concerts. On avait booké les 10 festivals, mais tout était prêt. On avait payé la prod, on avait réservé les camions, on avait payé les musiciens, on avait payé les répètes. Et on avait payé tout ça avec les acomptes que nous avaient donné les festivals. Ouais. Donc tu pouvais même pas rembourser, en fait. C'était utilisé. Mais bien sûr. Oh c'était utilisé et on avait encore de l'argent sur le compte parce qu'il y avait la prod qui était en cours, etc., etc. Mais sur des grosses sommes, il y a beaucoup de banques qui ont la possibilité de rattraper un virement comme machin. Donc là, le soir, c'est annoncé qu'il est incarcéré, etc., etc. Déjà, le lendemain, je crois que la moitié des festivals, ils avaient récupéré leur thune directement. On verra on lui rendra s'il revient et tout. Et moi, du coup, la banque m'appelle en me disant, mais, enfin, je vais pas te donner les montants parce que ça serait dérangeant, mais, enfin, j'avais un découvert sur le compte que j'avais jamais imaginé un jour avoir. Donc, c'était, enfin, ça a été l'enfer absolu. Donc, on a évidemment liquidé une boîte. Okay. Ça a été l'enfer. Ah, j'imagine. Franchement, j'étais en train de penser à toi à ce moment-là. Je me disais, en plus, c'était la première année de mon festival à Biarritz. Ouais. Qui était une des étapes de la reformation d'NTM parce qu'il venait et qui était la tête d'affiche de mon premier festival. Donc, enfin voilà, tout est là, c'était une période un peu difficile. Mais bon, j'ai souvent fait des cycles comme ça, moi. Oui, tu te relèves toujours. Tous les 10 ans. Tu te relèves. Jusqu'au jour. Non, tout va bien. T'es encore là pour longtemps, je le sais. Et on parle beaucoup, depuis tout à l'heure, on parle de cet état d'esprit que t'as et que NTM avait aussi quand vous étiez ensemble. Et ça m'a fait bizarre, moi, de voir Joey dans ce truc avec Francis Lalanne sur Canal+. Ouais. Moi, pas le programme en lui-même, mais de savoir qu'il avait accepté ça. Pour moi, il rejetait tout ça, en fait. C'est ce qui véhiculait avec son image. Il rejetait ce genre de truc. Et quand je l'ai vu là, je me suis dit, ah. Ouais. Mais, enfin, déjà, ça fait partie de... Après, c'était très marrant, hein. Ouais, ça fait partie du personnage. Ouais. Ce Joey, la contradiction, c'est pas non plus quelque chose de totalement, de totalement rare. Mais, elle a été mal utilisée, cette émission, je crois, mais elle était pas inintéressante du tout. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était quand même sollicité avec Joey quasiment quotidiennement par 200 propositions, peut-être, enfin 200, j'exagère, mais beaucoup, quoi. Enfin par beaucoup de propositions et tout. Et c'était vraiment, les téléréalités prenaient vraiment le devant de la scène, etc., etc. Et tout d'un coup, Canal+ nous en propose une décalée avec un univers où ça nous permettait de mettre BESS en avant. Où ça nous permettait de mettre le studio en avant, où ça nous permettait de mettre Joey et Spank en avant, etc. Donc, ça remplissait un certain cahier des charges aussi, tu vois. C'était pas... Et puis, franchement, c'est bien marré. Ouais, non, c'était cool. C'est juste le fait qu'il le fasse, je me suis dit, ah, ok. Ouais. Et je suis obligé de parler de toi chez Popstar. Ah ouais. Ok. Comment c'est venu? On est venu te chercher? Ouais, non, c'est moi qui ai... Non, j'ai fait des castings. Peut-être, t'en avais envie. N'importe quoi. Non, c'est moi, mais écoute... je l'ai fait pour 2 raisons.
Une, évidemment, c'est parce que c'était bien payé. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Et la deuxième, c'est que je me suis dit, je suis trop référencé Joey Star NTM, alors que j'étais déjà manager de TT, par exemple, dont on n'a pas parlé encore, tu vois, que j'avais déjà bossé avec beaucoup d'autres types d'artistes, etc., et que je voulais sortir en fait de cette image de mais en fait, c'est qui ce mec? Un voyou, un dealer? C'est quoi ce truc? C'est le mec du monde parallèle, Shyland. On comprend pas bien, mais tu vois, t'es d'accord, non? Et en fait, je me suis dit, je vais faire ce truc-là parce que ça va me donner une espèce d'ouverture télé, etc., etc. Bon, il y avait Jules Vanish, il y avait mon pote, il y avait mon pote. On est un peu parti dans le truc, voilà, et et ça a été le cas. Hein. Ok, je me rappelle plus. C'était qui avait gagné? Sheriff Aluna. Ah ok, cool, ouais. Ça va, c'était... Bon, j'ai pas envie de tirer sur des gens, donc ça va. Mais on l'a à peine vu, en fait. Non, t'as pas tiré. Mais alors vraiment au silencieux, hein. Mais non, je me suis arrêté avant. Non, je me suis arrêté avant. T'as fait le... Je me suis arrêté avant. T'as fait le... Oh, ça va. Non, mais je voulais dire par rapport à... je me suis arrêté. De toute façon, pas de souci. Elle a fait dire sa carrière, n'a pas non plus... Oui, non, mais moi, c'est même pas d'elle que je parlais, c'est d'autres gens, et j'ai pas envie. C'est pas le style de la maison. Écoute, non, mais après, c'est des moments, enfin, tu vois, ça prend pas de place. C'est même pas... Enfin, c'est pas un fait de ma carrière. Non, moi, je me suis bien marré. Voilà. En plus, t'étais avec Benjamin. On s'est bien marré. C'est un bon souvenir. Hein. Donc, c'était cool. Olivier Nus, Ravanas, enfin, toute l'équipe, franchement, on se marrait bien. La fièvre. Ouais. Joe, il dit tout le temps, que lui, il joue plus ce morceau, qu'il déteste ce morceau aujourd'hui. Ouais, il dit ça partout, il le joue plus, il aime pas. Quand il joue avec des DJ qui l'animent et tout, dès que le DJ met les premières notes, il lui dit non. Donc, ouais. Toi, t'étais là, toi, quand ils enregistraient ce morceau? Non, mais en fait, ça fait partie de l'éternelle recherche du single. Il fallait un single, c'est la maison de disques qui demandait un single. C'est là que je veux en venir. Mais toi, t'étais là quand ils enregistraient? Je me souviens plus. Enfin, j'ai dû être là à des moments d'enregistrement. En tout cas, quand t'entends le morceau, mais est-ce que tu te dis, on l'a? Non. Tu dis pas ça? Non. Mais non, parce que moi, de toute façon, j'étais... Non, puis en plus, franchement, avec NTM... T'es un artiste, en vrai. Non, pas du tout. Je jure, t'es un artiste. Non, mais autant tu le sais pas. Non, mais je vais te dire la vérité. T'es un artiste manager. Mais je pense que je suis un artiste. Voilà. Donc tu le sais. Mais Jomb de Bosch, quand j'ai commencé à discuter avec eux, le titre était déjà produit et tout, et Bosch voulait pas le sortir. Ok. Moi, j'ai écouté le titre et j'ai rappelé Vincent Boivin, il m'a dit, t'as vu? J'ai dit, bah ouais, non, mais c'est un tube énorme, le truc. Ouais, il me dit, ouais, mais il veut pas, etc. Bah, mon premier truc, ça a été d'appeler Bosch et de lui dire, mec, faut le sortir, le titre. Mais t'es obligé de faire ça. T'as changé. J'ai dit, mais ouais. Sur ma fièvre, t'as pas dit ça. Sur la fièvre, t'as pas dit ça. Et sur Lyon, tu le dis, c'est bien. C'est toutes ces années. Mais ouais, parce que c'est ce que l'artiste est devenu manager. Non, mais c'est ce que je disais. J'étais incapable de ça, en fait. Moi, c'est pas du tout j'étais pas fan de mes artistes, je l'ai jamais été, même si j'avais énormément d'admiration pour Joey, pour Cool Chain, etc. Mais par contre, j'ai jamais été fan parce que je crois que comme j'ai fréquenté tellement d'artistes connus de toute ma vie, y compris quand j'étais petit, etc., qu'en fait, j'ai pas cette espèce enfin, tu vois, de position dans lesquelles tu peux voir certaines personnes par moment face à un artiste où en fait, ils sont décontenancés, il y a plus rien, etc. Donc, mais par contre, je me fais des idées et je me mets dans des films avec les artistes avec qui je travaille et tout, etc. Et c'est très souvent rabaissant d'avoir à dénigrer le développement qu'on a envie de faire pour faciliter l'exécution à enregistrer un single commercial. Tu vois, donc en fait, j'ai toujours été... voilà, aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Okay. J'ai 25 ou 30 ans de plus que les artistes avec qui je travaille. Enfin, tu vois... c'est vrai, ça change beaucoup, ça. T'as un recul différent, t'as des choses différentes, et puis peut-être que j'analyse mieux la situation, que je peux prendre plus de recul, que j'ai bossé avec Johnny Hallyday pour qui le single commercial est un euphémisme. Enfin, tu vois, donc... Enfin, voilà, tout ça est différent, mais oui, j'étais un soldat. Ouais. J'étais un soldat, je me battais pour les artistes, ils voulaient pas faire de single, je voulais pas faire de single. C'était, après, j'ai aussi très souvent dit ça à Léa, il y a très souvent, faut les laisser faire des conneries aussi. Ok. Manager, c'est pas papa, et c'est pas paternaliste.
Ouais. C'est le boulot, c'est pas tout le temps le côté positif du truc, et il faut aussi accepter de plonger l'artiste dans ses retranchements et de lui faire se rendre compte d'une manière ou d'une autre qu'il est en train de suivre le mauvais chemin. Avec Cachemire, avec qui il est à travail là depuis pas mal de temps, il met un certain temps à trouver le bon cheminement de la direction où il doit aller, etc., etc. Et on trouvait qu'il n'était pas assez présent sur les réseaux, etc., etc. Et puis il me dit ouais, mais moi, tu vois, c'est plus A$AP Rocky ou Tyler, tu vois. J'ai dit mais tu parles d'A$AP Rocky ou Tyler quand? Maintenant? Ouais, les mecs sont milliardaires. Au début, ils faisaient que poster des trucs toute la journée. Donc là, c'est compréhensible que les artistes aient pas envie de faire comme les autres, parce que par définition, leur sensibilité exacerbée fait qu'ils ont envie d'avoir leur propre personnalité tout de suite et de le montrer. Mais il y a des écueils, il y a des c'est même pas des stratégies, mais il y a des règles qu'aujourd'hui le métier est devenu tellement difficile, auquel on peut pas déroger. Et la présence sur les réseaux, qui est en fait finalement de la publicité gratuite qu'on n'avait pas avant, même si moi j'en ai pas parce que je déteste ça, que c'est pas mon truc sur un plan humain, naturel, de personnalité normale, mais quand t'es artiste et que t'as besoin de bénéficier d'une exposition, c'est un truc, enfin, je veux dire, on l'avait pas, nous. C'est clair. On n'a pas eu ça. Nous, il fallait que la campagne accepte de faire une pub télé, tu vois. Ouais. Donc, pour faire une pub télé, il fallait faire un single. Donc, on repartait dans ce truc-là, tu vois. Aujourd'hui, c'est même plus les maisons de disques qui demandent aux artistes de faire des singles. Hein. Ils arrivent avec 40 singles. Ils arrivent là, j'ai pris 40 singles, 80 feats. C'est ça. Moi, du coup, j'ai des flashs de notre discussion quand on proposer le management, tout ça. Société, non, j'ai des flashs et du coup, ça me fait penser à une question, parce que je me rappelle de ce que tu m'as dit, la première phrase que tu m'as dit, si je m'en rappelle, c'est qu'elle m'a marqué. T'as un artiste en face de toi que tu veux manager. Il y a une phrase que tu dois lui dire pour qu'il te rejoigne. Ce serait quoi? Pas celle de mon pourcentage, parce que en général, c'est pas la plus grosse. Non, je non, mais franchement, mon histoire, là, mon petit combat de tout à l'heure sur les mêmes intérêts que l'artiste, c'est le truc qui a le plus marché avec Johnny. Okay. En fait, le jour où il a compris ce que je disais, il l'a répété à tous les dîners. Il était tout le temps en train de le dire. Il disait, mais ouais, c'est logique, en fait. Tu vois, mais je pense que c'est la porte de sortie du manager. C'est compliqué d'avoir une boîte de management rentable et tout, etc. Ouais. T'as soit à un moment donné, t'es avec un artiste qui cartonne, donc tu gagnes et puis après c'est fini. Oui. Donc tout d'un coup, quand tu vas avoir une agence, t'es obligé de dire, ok, soit j'ai 10 artistes qui cartonnent en même temps. Bon, a priori, la probabilité, elle est quand même très très faible. Et donc c'est compliqué d'avoir une rentabilité d'ailleurs, ma société est pas rentable au sens propre du terme. Et là, en plus, avec la situation actuelle, je suis obligé de fermer des trucs, etc., etc. Mais d'avoir une conviction comme celle-là, en fait, les artistes le sentent. Et quand tu leur dis, mais moi, j'aurais jamais d'autres intérêts que le tien, pas parce que je fais de l'altruisme ou parce que je le ferais pour toi, c'est que juste, c'est ma manière de gagner de l'argent aussi. C'est logique. C'est mon truc et c'est normal. Donc, en fait, je pense que c'est ce qui passe le mieux. Après... Bon, je pense qu'il y a le fait que j'arrive à donner envie, en général, enfin, les gens se rendent vite compte de la motivation. Je vais te dire ce que tu m'avais dit et que j'avais apprécié. Tu m'as dit, je suis là pour que tu gagnes plus d'argent. Ouais. On m'avait jamais dit ça à ce moment-là. Ouais. On est en 98, 99. J'étais là. Ça, je le dis souvent quand je suis bourré maintenant, mais je le dis moins. Je l'ai dit à Eus l'enfoiré au Planète Rap devant son manager, mec très sympa. Oh merde. Non mais on rigolait en fait, c'était drôle. Mais gagner plus d'argent dans ma tête. N'importe quoi. Magnifique. Mais c'est pas, non mais c'est après c'est la moula. Hein. La moulaga. C'est ça. En tout cas, bon. T'as un parcours que je suis sûr que t'as des tonnes d'anecdotes encore à raconter ou pas. Il y a des trucs que tu veux pas raconter, j'imagine. J'aurais vraiment aimé les entendre et tout. Mais bon, l'émission va pas durer 5 heures non plus.
Non, mais je peux faire une annuelle, si vous voulez. Bah, avec plaisir. Je viens une fois par an. Ouais, avec plaisir. T'es le bienvenu. Hein. Voilà, on a le budget pour lui. C'est bon. Voilà, de toute façon, avec l'audience que tu vas avoir, tu vas choper des médias. Là, on est bon, là. Des marques, du branding. Exactement. Et ici, on a l'habitude de faire une chose, c'est-à-dire tous les gens qui viennent ici reçoivent des cadeaux. Ouais. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Je crois que t'aimes me demander un freestyle. Non, en patois jamaïcain, peut-être. Ouais. Non, j'ai un cadeau pour toi qui est en référence avec ta porte, qui m'a toujours choqué. La porte de ton bureau chez Island m'a toujours choqué, m'a toujours marqué. Donc, tous les stickers qu'il y avait sur la porte, il y avait tous les stickers du rap français. Ouais. Donc là, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? C'est un livre. Ah, fabuleux. Où il y a tous les t-shirts promotionnels qu'il y a eu dans le rap. Mais non. Tout est dedans. Ah, c'est génial. Donc, à défaut d'avoir les stickers, là, on a les t-shirts. Ah, c'est fabuleux. Voilà. Tu vois, t'as ouvert direct sur Public Enemy. Magnifique. Tu vois, sans faire exprès. J'adore ce groupe, de toute façon. Pareil. Donc, c'est pour toi. Bah, merci beaucoup, hein, je suis touché. De rien. Mais il n'y a pas l'enveloppe dedans? Ça, c'est virement, nous. Enveloppe. Tu nous as pris pour des mafieux, quoi. En bitcoin, il a dit. Ah ouais, en bitcoin. Voilà. En tout cas, Sébastien, merci à toi. Ah non, merci à vous. J'ai passé un super bon moment. J'ai appris plein de choses et je suis content. Et tu m'as rappelé une belle époque. Moi, ça m'intéresse d'être un de ceux qui durent le plus longtemps. Ouais, et je parle du temps de l'émission. Ah, temps d'émission? Non, là, t'as un concurrent. Ah ouais, c'est qui? Vas-y. Cat Killer, 3 heures. Ah bah ouais. Non, mais si tu m'avais... Non, en fait, tu m'aurais dit qu'il était venu, j'aurais pas posé la question. Ouais. tu sais déjà. Cat Killer, pour l'instant, elle a la coupe. Ah ouais, lui. Ah ouais, putain, ah ouais. Bah, non, je vais préparer des trucs pour la prochaine. Il y a pas de problème. Bah, en tout cas, merci à toi. C'était cool. Carrément. À une prochaine. Ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.